Cazot. Eh bien, bienvenue à tous à l'émission Les Faits maudits. C'est un enregistrement. J'aime à le mentionner parce que je veux dire, quand c'est en direct, mais quand c'est enregistré, ben c'est enregistré. C'est le cas à l'heure actuelle. Une émission que j'ai enregistrée au printemps dernier avec Pierre Brunette. Maintenant, Pierre Brunet. J'ai appris ça, là. Mais vous allez vous souvenir de Pierre. Il était de l'émission au début de la saison hivernale. Et on avait présenté ce qui lui était arrivé alors qu'il était photographe pour les Forces armées canadiennes au niveau de l'aviation, alors qu'il était en poste à North Bay pour une station de NORAD. Et on lui avait demandé à ce moment-là de développer plusieurs photographies, des milliers d'exemplaires de la photographie de ce qui est un ovni, un vrai, un reluisant, un authentique. Et surtout que dans ces années-là, 68, il n'y avait pas beaucoup de méprise possible. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans le ciel qui pouvait ressembler à ça. En fait, il n'y avait rien qui ressemblait à ça. Pas beaucoup plus aujourd'hui, mais tu sais, on aurait pu dire un drone, des affaires de même, tu sais, mais pas à cette époque-là. Alors ça, cette émission-là, elle est toujours disponible sur podcast. Je n'ai pas la date, là, parce que ça aussi, ça avait été enregistré, mais ça fait un bout. Pierre est de retour avec nous. Allô? Bonjour, Jean. Comment ça va? Ben ça, je te vois, ça va beaucoup mieux. Je savais que tu l'aimerais, celle-là. Le mot du vendeur. OK. Alors, Pierre, on a établi la dernière fois qu'on s'est rencontrés que nos liens ufologiques ont commencé dans les années 60, et ça s'est poursuivi aussi. T'es parti à un moment donné, t'es revenu, puis on s'est vu, moi je me rappelle, on s'est vu à la fin des années 70, parce que t'avais pris une photo de moi pour mettre dans La Grande Alliance, mon deuxième livre, puis comme il est paru en 1978, si je me trompe pas, ben à ce moment-là, 78, c'est plus 68, là, tu sais. Exact. Bon. Alors, là, je sais pas, moi, j'avais mis un terme à mes opérations ufologiques en 75. J'ai fermé la SRPM. J'ai cessé de publier le magazine AFA. C'est rien de mystérieux dans ça. Le mariage, il y est pour quelque chose, les enfants, et la job, et puis un paquet de préoccupations du genre. Ce qui fait que, bon, ça m'a pas empêché de poursuivre mes recherches. En fait, moi, je divise mon travail toujours en deux, pas compliqué, l'input, l'output. Alors, l'input, c'est ce que je ramasse, puis l'output, c'est ce que je diffuse, ou ce que j'écris, ou ce que je raconte, tu sais. Et pour moi, l'output, il est vital, il est essentiel, parce que ça sert à rien, moi, de ramasser des affaires, puis après ça, garder ça pour moi. Il faut que ça sorte, il faut que ça soit issu, connu, et c'est pour ça que c'est très important. Mais à cette époque-là, je faisais pas d'output parce que c'était comme ça. Et ça a repris un autre 10 ans avant que je me remette à l'output. Mais pendant ce temps-là, moi, ça m'a permis de me plonger à pu finir en métaphysique avec mon entrée au sein de l'Institut de métaphysique appliquée. Qui m'a fait écrire un livre qui s'appelle Métamorphose, où je raconte tout ce qui s'est passé là-bas. Mais ça, c'est carrément métaphysique, c'est pas ufologie, c'est pas ufologie, c'est pas ovni, en tout cas, tu sais, bon. Et, bon, toi, pendant ce temps-là aussi, tu faisais des affaires. Tu t'es mis à t'intéresser, ou tu avais déjà commencé à t'intéresser à l'archéologie. Mais, en tant qu'amateur. Absolument. OK, t'es pas archéologue, là. Non. Oh, OK. J'ai des certificats universitaires en archéologie que j'ai acquis depuis 2013. Ah bon? Ah oui, j'ai toujours des surprises, moi. Ben ouais, c'est bien ça. J'ai étudié sur le mur d'Adrien en Écosse. Ah oui, ben en Angleterre aussi. C'est ça. Ouais. Puis j'ai étudié aussi avec l'Université Brown du Rhode Island. Ouais, j'ai monté dessus le mur d'Adrien, moi, à Londres. Là. Tu sais, il y a le Marble Arch qu'il appelle, l'arche. Là, j'ai grimpé là-dessus. OK. Je voulais dire, j'ai franchi le mur d'Adrien. Chanceux. qui
qui était, on s'en souviendra, qui était le mur érigé par l'empereur Adrien contre les barbares de l'époque, surtout qui venaient d'Écosse. Oui, ceux qui appelaient barbares, oui. Oui, c'est ça. Bon, alors donc, tu t'es lancé là-dedans. Qu'est-ce qui t'a amené, d'abord, dans un premier temps? Parce que nous, ici, ça s'appelle les faits maudits. Alors, on ne parlera pas de poterie puis de découverte... je sais pas, moi, qu'il y avait des Indiens qui restaient dans le bas de la ville de Québec. J'en ai rien à cirer. On va parler d'un autre type d'archéologie. On s'entend? Oui. Et c'est cet aspect-là qui m'intéresse. Mais toi, à l'époque, quand tu as commencé ça, d'abord, quand as-tu commencé ça? J'ai commencé à mon premier souvenir, j'avais 12 ans. Oui. J'avais eu en cadeau, suite à des parutions qui avaient sorti dans les épiceries. Il y avait toujours des petits livres avec des images à coller à l'intérieur. Ça parlait de... le journal Je me souviens pas du nom de la revue en question parce que ça fait tellement longtemps. Oui, ça. Mais par contre, il y avait une image là-dedans qui c'était Machu Picchu. Ah oui, oui, d'accord. Okay. On en avait parlé à la dernière émission. La belle Machu Picchu. La belle Machu. Que naturellement... Ça, c'est comme si ça avait... La belle Machu qui n'a pas de l'air d'un pichou. Exactement. Ça m'avait réveillé... Des vies antérieures. Des vies antérieures. Oui, ça, je peux te le confirmer, parce que ça m'a été confirmé à plusieurs reprises. Mm-hmm. Et puis, à partir de là, j'ai eu un intérêt grandissant pour l'archéologie. OK. Puis là, bien naturellement, mon père, à l'époque, qui était, presque un architecte, m'expliquait les rôles de la vie qu'à 12 ans, si on fait un métier, comme on dit, qui ne nous emmène pas à manger l'hiver, c'est pas fort. Naturellement, que je ne suis jamais allé vers l'archéologie, parce que moi, j'avais me dit, moi qui aime manger, même si je suis pas gros, j'aime... C'est un petit peu radical. Ça, dans ce temps-là, il y avait pas beaucoup d'archéologues qui, comme on dit, qui mangeaient l'hiver. Il fallait qu'ils fassent autre chose. Il y avait tous deux, trois métiers, bien souvent. Soit qu'il était professeur d'école ou bien il faisait autre chose. Moi, j'ai rencontré René Lévesque. Bon, ben justement, je vais en revenir à ça. Ouais, René Lévesque a rencontré mon père. Oui, mais pas René Lévesque, le politicien. Non, l'archéologue. Celui qui était à l'Université de Sherbrooke. Ouais. Il a même remis à mon père une carte d'archéologue amateur, membre de la Société d'archéologie de l'Université de Sherbrooke, qui était marqué dessus, pour moi, avec mon nom dessus. Oh, que Et là, j'avais 14 ans. Wow. Je fouillais déjà, je restais dans le quartier Les Saules, à Québec, et je fouillais déjà dans des champs où il y avait des anciennes structures de maisons. Puis des pointes de flèches. J'en ai trouvé. Ouais. J'ai trouvé des ossements. Ma mère détestait que j'emmène des ossements à la maison. Ouais. Des poignées de tombes, des pics pour travailler le cuir, des outils, des pipes en plâtre. Et tout Qu'est-ce qu'il a fait en fin de semaine, ton garçon? Il ramène des corps morts à la maison. Tu peux être certain d'une chose, c'est que quand j'ai quitté la maison plus tard pour les forces armées, tout a disparu. Oui, ça, mais par contre, j'avais eu la chance de donner beaucoup de choses qui avaient une valeur symbolique au Musée du Québec. Ah, oui. Dont les pipes en plâtre, les outils, les poignées de tombes et ainsi de suite. Bon. Mais par contre, les autres cossins, là, comme on dit, qui n'avaient pas de valeur, qui n'avaient pas d'intérêt pour le musée. Mais René Lévesque, moi, je l'ai connu alors qu'il restait sur Bougainville, à Québec. OK. Il était défroqué à ce moment-là. Oui. Il n'était plus jésuite. Mais on l'appelait le père René Lévesque à l'époque. Mais plus, pas dans mon temps. Moi, dans mon temps, c'était René Lévesque parce que il était plus... il était plus jésuite. Il avait une blonde. Puis il était-tu fin, ce gars-là? Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Sauf que j'ai pu y parler par téléphone pour le remercier, parce que mon père avait ses coordonnées, mais je ne l'ai jamais rencontré. C'était fin, ça. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'avais 16-17 ans quand je l'ai connu. Et puis, je parlais d'ufologie. Moi, je n'étais pas en archéologie du tout, mais lui s'intéressait beaucoup à ce que je faisais. En ufologie, il était fasciné par ça, mais il était fasciné parce qu'il y avait devant lui un gars de 16 ans qui parlait d'une passion. Oui. Mais ça, je pense, c'est ça qui l'allumait, lui, de voir des jeunes passionnés pour autre chose que du niaisage d'ado, comme à cette époque-là. Et, mon Dieu, il a été extraordinaire. Je l'ai suivi, moi, jusqu'à sa mort. Il était obsédé par le tombeau de Champlain. Oui. C'était son obsession, ça. Lui, il voulait trouver le tombeau de Champlain avant de mourir.
Il m'a toujours dit qu'il était convaincu qu'il était quelque part sous la rue Buade, mais qu'il n'y a jamais eu de fouilles officielles qui ont été faites sous la rue Buade, parce que ça, sur le plan touristique, ce serait un désastre d'effectuer des pour un certain temps. Temps. Ben, c'est parce que, oui. Le temps de creuser, puis le temps de remettre ça en place. Ben, c'est ça. Tu sais, déjà qui ont fait ça sur la promenade. Oui. La promenade. Mais ils pourraient peut-être avoir une idée. Puis là, si tu disais ce qu'on appelle en anglais des ground radars. Ben là, oui, mais il est mort. Ou de la haute technologie qui va jusqu'à 4 mètres dans le sol. Il n'y a plus personne là, qui a pris le relais, puis tout le monde s'en sacre comme l'an 40 du tombeau de Champlain. Tu sais. Bon. Ouais. Ben moi, tu vois, je savais même pas que... Parce qu'une journée, je travaillais dans le Vieux-Québec, il est arrivé des touristes français. Il y avait 7 ou 8 touristes français. Ils ont dit, pardon, monsieur, il dit, nous cherchons le tombeau de Champlain. Hein? Ou non, la statue de Champlain. Ah, la statue de Champlain. Oui, plus facile j'ai à dit, trouver, madame, là. pour avoir une statue, il faut être mort. Puis je savais même pas qu'il était malade. T'as jamais vu, toi, des Français crouler mais t'es donc bien colon. À 4 pattes? Ils cherchaient les toilettes, ça pressait. Ils l'ont trouvé quasiment... drôle. Ah, ils l'ont trouvé drôle. Il était à mort de rire. Non, mais j'ai dit... Mais c'est mon style, ça. C'est ça, j'allais dire. Soit que t'es colon ou t'es drôle. Ah oui, c'est ça. Ben, des fois, je suis les deux. Je l'avoue déjà. Non, mais... Je veux savoir qui est mort. OK. Alors, revenons à nos histoires. Donc, cette passion-là pour l'archéologie, tu l'as, comment je dirais ça? Non, alimenté. Tu l'as alimenté oui. Par des choses qui touchent je sais pas, moi, la métaphysique ou le paranormal ou l'ufologie ou quelque chose. Tout ce qui existe me ramène à l'archéologie. J'ai commencé avec l'histoire de la Bible. À savoir. Comme bien des gens disent l'histoire de la Bible. Pourquoi, comme on dit que des gens dans la Bible voyaient des choses dans le ciel? Ah ben oui. Hein? Entre autres, bon, après ça, naturellement, les lieux saints, les lieux archéologiques, où ça s'est passé. J'ai rencontré, juste le fait de parler de ces choses-là, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai discuté longuement de lieux que eux-mêmes ont visités en Terre Sainte. Ils ont dit, oui, c'est confirmé, j'ai vu la place où c'était ça, on nous a dit que c'était là, et ainsi de suite. Mm-hmm. J'ai fait énormément de recherches, à aller jusqu'aux Indes, au Pakistan, à tous les endroits que tu peux imaginer. Okay. Mais est-ce que tu te déplaçais? Non, je me déplaçais pas. Moi, je travaille beaucoup avec les cartes géographiques, les bibliothèques à l'époque, mais maintenant, j'utilise énormément tout ce qui s'appelle technologie. Et aussi, copain. 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 Quand tu fais copain avec quelqu'un, là, t'es gentil avec, là, t'as des grosses chances qu'il peut de se revirer de bord et dire, hey, je vais aller chercher les informations pour toi, moi, puis je te reviens avec ça. Ah, OK, je comprends. Dans ce sens-là, j'ai eu des gens comme ça avec qui je leur ai donné un coup de main pour certaines choses, et puis, à un moment donné, c'est eux qui se sont virés de bord, puis ils ont dit, tu cherches tel endroit, c'est aux Indes, à tel endroit, regarde sur Google avec ces coordonnées-là, on les trouvait. Archéologue amateur, on s'entend? Oui. Archéologue, OK. Est-ce que tu avais, bien que tu étais amateur et non pas professionnel, est-ce que tu avais une spécialité ou tout au moins un sujet, une thématique préférée? J'ai développé avec les années à me concentrer sur les Amériques. OK. Je me suis dit, il y a trop de monde qui parle de ce qui se passe en France, ce qui se passe en Sicile, en Italie, en Angleterre, que ce soit dans les pays mésopotamiens, que ce soit l'Irak ou d'autres, la Turquie. De toute façon, je connais tous les sites ou à peu près, parce que je lis sur tout ce qui existe, mais par contre, je me suis dit, pourquoi pas que j'en ferais pas mon dada à moi, c'est ça. Me concentrer que sur les Amériques, puis je publie, parce que moi, ma mission de vie, ce n'est pas de devenir archéologue, ce n'est pas de devenir un spécialiste dans un domaine en particulier, c'est de partager. Et tu fais ça comment, ce partage-là? Tout ce que j'apprends, je le partage avec d'autres. Mais tout ce que je reçois, je le partage avec d'autres. Sur quel support? Sur un support d'amour inconditionnel, tout simplement. Non, OK, je formule mal ma question. Moi, je partage, mais j'écris, je fais des livres. OK. Alors, toi... Moi, c'est gratuitement. Oui, je partage gratuitement moi, j'ai charge, tout ce que j'apprends. Moi, j'ai charge. Mais tu fais ça où?
Où, bon Dieu, tu fais tout ça dans le ciel ou tu fais des signaux de fumée? Je fais ça avec sur tous les Internet? gens. Oui, sur Internet. Non, c'est ça ma question. J'ai fait ça sur Internet. C'est long comme question. Je voulais savoir l'URL de ton site. Tu voulais savoir où il était mon bureau, hein? Ben là. OK. J'ai 2 ordinateurs à la maison et je travaille sur les 2 ordinateurs bien souvent parce que j'ai pas, comme on dit, l'occasion d'avoir 2 écrans branchés sur le même système. Donc, je travaille souvent avec 2 ordinateurs en même temps, qui est plus facile pour avoir des pleines pages avec des grosses images que je peux aller chercher des informations sur un sujet en particulier et transférer en même temps l'information sur un autre ordi en copiant peut-être juste le lien. OK. Que je fais beaucoup de partage avec des individus. Alors, si tu partages, ça veut dire que moi, si je veux aller voir ce que tu as à partager, je vais aller où? Sur mon site personnel. Je suis allé sur Pierre Brunet. C'est long à l'avoir. Oui, Pierre Brunet. Et pour de Saint-Sylvestre, c'est la région où je demeure, dans l'Aubinière. Et puis, j'ai une page d'archéologie aussi qui est spécialisée sur les Amériques. Le titre est en anglais. Je n'ai pas le choix parce que il y a plus de gens qui parlent anglais dans les Amériques que de monde qui parle français. Malgré qu'à des fois, je vais mettre des choses en 4 langues différentes quand c'est pas 5. J'en ai déjà même mis en créole. Je ne parle pas le créole, mais on a les outils pour aujourd'hui. C'est ça. Hein? Alors donc, tu as un site dédié à tes recherches. C'est ça. Qu'est-ce qui, de tout ce que tu as, qu'est-ce qui est le plus étonnant? Qu'est-ce qui est le plus... toujours dans mon domaine, là, toujours dans les faits maudits, on s'entend. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit en une boutade, comment tu me dirais qu'il y a eu une fête de 40 Indiens à Saint-Malo en 1630? Là, I don't give a damn. On n'a pas été invité, que ça ne nous intéresse pas. Je m'en balance. J'ai pas de passion pour ça. Moi, je sais pas. J'ai une passion pour l'histoire, peut-être, mais pas l'archéologie. Alors, il faut que tu m'allumes. Là. Oui. Qu'est-ce qui t'a... qu'est-ce qui est le plus excitant ou le plus intéressant, si on peut dire? Ce que je trouve le plus excitant, c'est que plus on fouille, plus on fait de recherches sur l'archéologie en général, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Ce qu'on nous a appris à l'école, c'est, moi je dirais, c'est une base de maternelle. On nous a jamais rien appris à l'école. L'histoire, comme on dit, qu'il y avait un poste ici et là, puis qu'il y a eu des guerres entre clans. Mais quand tu vois sur une carte géographique des Amériques, je parle de l'Amérique du Nord surtout, où on délimite chaque région où qu'il y avait un peuple autochtone différent, l'interréaction qu'il y avait entre eux, et qu'on voit aussi des constructions comme, je sais pas, je me souviens pas, c'est en Arizona, je crois, où qu'on voit des bâtiments en briques, empilés de 3 étages, 4 étages, et que on dit ces gens-là, ils manipulaient rien comme outil, puis qu'on voit à d'autres endroits des recherches où qu'on voit des traits de scie, on voit des trous faits avec de la machinerie de très haute technologie, puis qui remontent à des milliers d'années. À un moment donné, on se pose des questions. On va dire, OK, l'archéologie, c'est beau. Moi, j'adore l'histoire. Peu importe l'histoire, j'adore ça. Je vais lire tout ce que je peux trouver. Mais par contre, quand tu creuses dans l'archéologie, puis tu t'aperçois que tu viens rejoindre l'histoire, ça marche plus. À un moment donné, là, ça concorde pas. C'est ça. C'est un peu comme Anthony West puis Schoch, quand le géologue a réalisé que les sillons qui traversaient le Sphinx en Égypte étaient verticaux. Oui. Ben là, c'est dit, c'est pas le vent qui fait ça, c'est l'eau qui fait ça. Ça prend de l'eau. Or, il a posé, comme géologue, il a posé la question, il dit, si les sillons du Sphinx sont verticaux, c'est-à-dire de haut en bas, ça veut donc dire que la force, la pression, tout ce qui s'est fait puis qui s'est accumulé là au cours des années, c'est forcément du ruissellement. Maintenant, on est dans le désert, là. Il y a déjà eu des niveaux d'eau assez élevés. D'ailleurs, tout ce qui est autour des pyramides, c'est plein de tunnels qui descendent assez profond. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les autorités égyptiennes ne veulent pas que pratiquement personne descende, surtout pas les touristes, descendent dans ces caniveaux-là, qui sont à des fois à 30 mètres de creux, puis qui descendent perpendiculaires pour aller voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'on sait très bien, en tout cas, il y en a qui pensent qu'encore les pyramides, c'est des tombeaux. C'est loin de ça, c'est des batteries d'énergie. Bon, mais attends, avant là, d'aller trop loin, là, juste terminer mon affaire,
s'il y a eu de l'eau, c'est quand? Alors, les climatologues ont dit s'il y a peut-être 7, 8, 9 000 ans. Ce qui veut donc dire, et plus, ce qui veut donc dire que la construction du Sphinx n'est pas survenue il y a 3 000 ans comme les archéologues le disent, mais il y a 9 ou 10 000 ans. Et là, la capacité de construire un monument comme ça était totalement, absolument, rigoureusement impossible. Parce que l'humain, toujours selon la science, l'humain, il y a 10-12 000 ans, c'est un réchappé du Cro-Magnon, là. Exactement. C'est pas fort son affaire, là, lui. Là. Lui, il prend pas sa BM pour aller prendre un verre à la taverne, tu sais. Oui, exactement. Hein? Il s'en va à sa caverne et non pas sa taverne. Oui. Alors, non, écoute, ça, c'en est un mystère, ça. Et toi, ce que tu dis, c'est que chez nous aussi, dans les Amériques, il y a cette situation-là. Oui, on a des tunnels qui sont sous terre à certains endroits, surtout au Mexique. Oui. Il y a des tunnels qui partent de certaines pyramides puis qui vont assez loin, merci. Naturellement, on ne nous dit jamais où est-ce qu'ils vont, puis on dit à des fois, oui, peut-être quelle profondeur, quelle grandeur, un homme peut marcher debout dedans, mais par contre, on ne donne pas plus de détails qu'il faut parce que les informations sont censurées. Puis c'est le même tout le temps. J'ai soulevé dans mon livre, Il était une fois des humains et des extraterrestres, j'ai soulevé une problématique. On sait qu'il y a des pyramides au Mexique. Oui. Pyramides, pas plus que ça, là. Il y a des cités oui. complètes, là. Oui. Immenses. Chichen Itza, là, c'est immense. Oui. Bon. On sait aussi qu'il y en a aussi en Amérique du Sud, particulièrement au Pérou. Il n'y a rien en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, il y en a. Non, mais il n'y a rien d'aussi gros, aussi majestueux, aussi fabuleux, parce que, regarde, je le saurais, je serais allé voir. Là. Hors terre, non. Ah, c'est ça. Mais on les voit pas. Il y en aurait une qui serait utilisée, qui aurait été découverte par l'armée américaine lorsqu'ils faisaient des recherches à un moment donné, parce qu'il y avait des questions en Alaska d'ondes, de magnétisme. En tout cas, il y avait quelque chose là qui clochait. Quand ils ont fait des recherches avec leurs ingénieurs, et ils ont trouvé une pyramide sous terre, qui est en Alaska entre les montagnes, ils s'en servent comme base militaire. Mais elle est sous terre. Il y a un monsieur, je dirais un autochtone, du territoire du Nord-Ouest, au Canada, qui, lui, me dit que sur les territoires canadiens, il y en a un aussi, mais il ne peut pas donner son emplacement parce que s'il donne l'emplacement à quelqu'un, il dit, regarde, il dit, on est fait, il dit, tout le monde va courir. Connais-tu Roselyne Palacio? De nom. OK. Elle a écrit un livre, quatrième rencontre du quatrième type. Oui. Son expérience qu'elle a vécue au Mexique dans les années 60, alors qu'elle a été enlevée par des extraterrestres à bord d'un vaisseau. Et on s'inquiétait pour sa santé parce que le vaisseau avait eu des difficultés, puis bref, les radioactivités, puis elle était enceinte. Alors, bon, c'est un peu comme s'il disait, regarde, si on a fait des dégâts, on va y réparer, là. Et ils lui ont permis de voir certaines de ses vies antérieures. Alors moi, j'ai pris un extrait de ça, de son livre qu'elle avait écrit, et qui s'intitule le récit de Pancale. Et Pancale, c'est une Atlante, finalement. Oui. Et dans ce livre-là, elle nous dit, à un moment donné, que l'Atlantide était située en plein centre de l'océan Atlantique, où il n'y a rien à l'heure actuelle, c'est bien clair, et qu'une des... on pourrait appeler pas une dépendance, mais une des colonies. Oui, il y avait plusieurs colonies. C'est ça. Une des colonies était située là où se trouve l'Amérique du Nord à l'heure actuelle, et plus particulièrement à l'ouest, et que ça se terminait, l'Atlantide. Pas l'Atlantide. Je pense, j'essaie de me rappeler du nom, là. C'est l'Incalie ou quelque chose de genre. Et ça se trouvait aux limites du territoire du Nord-Ouest, puis l'Alaska et ces coins-là. Okay. D'où la possibilité, donc, que les vestiges de ces civilisations-là soient toujours sous terre, oui, profondément enfouis sous terre, enfouis dans les montagnes, oui. Au même titre que l'Atlantide, selon Hapgood, Charles Hapgood, serait actuellement
sous l'Antarctique. Ça, c'est 16 000 pieds de glace. Ça, c'est un problème. Ils en ont trouvé des pyramides en Antarctique. Oui, mais pas... Ils ont les preuves avec les photos à l'appui présentement. Oui, mais ça, moi, j'en entends pas parler de ça. Ça passe dans les revues de sciences. C'est parce que tu n'as pas mis à main sa bonne revue actuellement. Mais des vraies revues de sciences? Oui, ça a passé. Je te trouverai l'information puis je te la ferai parvenir. C'est comme la pyramide qu'ils ont trouvée avec la marine portugaise, comme on dit, au large du Portugal, sous l'eau. Ils ont trouvé une immense pyramide de style cristal. Comme ceux qui, comme on dit, qui arrêtent aussi près de Cuba. Oui, ben on va faire une pause. Là, tu m'épuises. On revient avec Pierre Brunet. On parle d'archéologie de l'insolite. T'as le goût de changement? Branche-toi à CJMD 96.9, la radio déformatée. Hey, le RINA Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper, n'épargne du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux. C'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD. C'est simple de même. Ça se passe au RINA Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des promenades du Sud. Ta voiture blanche est devenue brune. Ses roues sont remplies de calcium. Lavoto Clean International a la solution pour toi. Un principe de lavage sans contact avec une mousse de nettoyage et à un prix plus qu'abordable. En moyenne, entre 4 et 6 $. Oui, t'as bien entendu. Entre 4 et 6 $. Et une option de cirage est aussi disponible pour un concept facile à utiliser. Choisis Clean International. 9 succursales à Lévis, Québec et Drummondville. Des lavotos ouverts 7 jours sur 7 de 6h30 à 20h30. Promotion et jetons offerts au siège social de Saint-Jean-Chrysostome. Lavoto Clean International. www.cleaninternational.com 88 839 0928 88 839 0928. Si t'es membre CJMD, tu pourrais épargner. Profites-en. Le Club Lion de Saint-Romuald invite les entreprises à s'inscrire rapidement au tournoi de quilles Défi de l'entreprise 2018 qui se tiendra au Boulodrome à Lévis le 24 février prochain. Inscrivez-vous auprès des membres suivants. Louisette Imbeau au 838-9608, Julien Côté au 839-8772 ou directement au Salon de quilles. Nous invitons également la population à venir nous voir le 24 février pour le plaisir. Le Club Lion de Saint-Romuald vous salue. Imagine ton style. Impression sur vêtements, articles cadeaux, services d'imprimerie sur carte d'affaires, billets de spectacle, murales et plus encore. Que ce soit à l'unité, pour offrir un cadeau à vos proches ou en grande quantité pour votre entreprise, ils sauront vous satisfaire. En plus, la livraison est disponible partout au Canada. Passez les voir en boutique au 427A, route 273 à Saint-Apollinaire. Pour plus d'infos, www.imaginetonstyle.com ou Imagine ton style sur Facebook. Imagine ton style. 88 262 1352. Red Beard Survival, pour tous les amateurs de plein air, de l'activité d'initiation pour toute la famille, au stage de perfectionnement pour professionnels. Pensez à l'école de survie au Québec, Red Beard. Nous sommes basés sur la montagne au domaine du radar, mais offrons également des formations privées dans toute la province. Prenez votre sécurité en main. Jouez pas avec le feu. Oui, là, vous allez jouer avec du feu. Et pas juste ça, pour toute info, 418-262-4183, 418-262-4183 ou visitez redbeardsurvival.ca. REDBEARD, trop facile. Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation? Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 418-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca. Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal, Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca, de fiers supporters de votre alternative radio. 96.9.
96.9. Dans la vie en général, les absents ont toujours tort. Sauf ici, à CJMD. Quand t'es pas là, tu brilles par ton absence. Enjoy the music! L'alternative radio. 96.9 CJMD Lévis. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. On est de retour avec Pierre Brunet, archéologue amateur, qui s'est intéressé et qui s'intéresse et qui partage sur son site. On fait quoi là pour aller sur ton site de même, bang, là? OK, pour aller sur mon site, le nom, c'est en anglais, naturellement, c'est Archaeology from Canada to South America. Autrement dit, en français, l'archéologie, sans L apostrophe, du Canada à l'Amérique du Sud. Ah, OK. Toi aussi, tu trouves des titres pas faciles à mettre sur le net. Des fois, on n'a pas le choix à cause de la quantité de gens qui peuvent nous lire. Je vois souvent mettre des articles et faire une certaine traduction le plus saine possible en portugais, en espagnol, parce que je sais qu'en Amérique du Sud, on me lit. Je suis en contact d'ailleurs avec beaucoup de professionnels de l'archéologie et de la paléologie, tout ce que tu peux finir par J. Qu'est-ce que tu aimerais prouver si tu étais capable de le faire, hors de tout doute raisonnable? Qu'est-ce que tu aimerais prouver, peut-être je devrais reformuler ma question, prouver, non, mais trouver avec un T. Qu'est-ce que tu aimerais trouver, découvrir, apprendre, révéler, qui serait le summum? Comme par exemple, j'imagine que Robert Charroux, tu connais ça? Ben oui, j'ai tout lu ce qu'il y avait sur Robert Charroux. Robert Charroux, moi, dans ces années-là, je lui avais écrit parce que je le trouvais tellement niaiseux de dire que il appelait ça les soucoupes volantes, là encore. Que ça n'existait pas, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis en même temps, venir nous dire que les extraterrestres étaient là il y a 100 000 ans, 200 000 ans, mais ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. J'étais en furie. Alors, j'y écrivais des lettres de bêtises et il me répondait. C'est signe qu'il y avait un bon caractère. Ouais, il me répondait. Mais non, j'étais pas insultant, là. Blessant, pas du tout. J'étais poli. Hey, j'étais élevé, moi. J'étais pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Je savais vivre. Alors, ben non, mais je me le dois sur une craque. C'est mon show. Là, je fais ce que je veux. Alors, toujours est-il que Charroux me parlait beaucoup et il donnait l'incident de Glosel. Et pourquoi il me parlait de ça? C'est un peu comme aujourd'hui, on pourrait reproduire ça avec mon Dieu, comment est-ce qu'il s'appelle, non? Un géologue amateur qui s'est fait mettre dehors d'un congrès parce qu'il avait fait la preuve de quelque chose, là, tu sais, pendant le congrès. Oui. Et là, ça a bousculé, là, ça a été comme une espèce un tonnerre d'applaudissements, puis c'est ci, puis c'est ça. Et quand ils ont su qu'il était amateur, ils l'ont fourré dehors. Ils l'ont littéralement mis à la porte, parce qu'il n'était pas un vrai géologue. Les scientifiques ne tolèrent pas les amateurs. Exact. Et Charroux disait que la raison pour laquelle... Glosel, c'est un champ en France. Okay. D'accord? Ils ont trouvé dans les années 20 des poteries avec des écritures dessus très bizarres, très anciennes. Bref, de vieilles poteries préhistoriques, en tout cas, qui donnaient à ce champ-là une importance et à ces découvertes-là une importance assez grandiose. Là. On ne parlait pas d'archéologie d'il y a 200, 300 ans. Là. On parlait de 7, 8 000 ans. Là. Tu sais, c'était gros, ça. Oui. Et alors, il y a un vrai archéologue qui est allé, qui a fait ses commentaires, tout ça. Et quand le propriétaire du champ a fait un rapport, j'ai pas les détails, là, mais quand il a fait un rapport, il n'a pas mentionné l'archéologue en question. Et ça, là, ça l'a tellement mis en furie, l'autre, qui s'est reviré de bord pour dire que tout ce qu'il y avait à Glosel, c'est de la merde. Ah. T'sais, mais là, ça, c'est de la malhonnêteté. Pure et dure. Ça, puis Vincent Lacroix, c'est pareil, là. Ça, c'est malhonnête. Ça, c'est du vol. Le gars dit, oui, c'est vrai. Ah, tu m'insultes, tu veux dire... Non, c'est pas vrai, c'est faux, tout ce que tu veux. C'est écœurant, ça. Oui, il y a des gens qui fonctionnent de même. Il y a des gens, il y a des scientifiques qui fonctionnent. Des universités qui fonctionnent de même. Des universités qui fonctionnent de même. Voilà, on s'entend. Je pourrais t'en parler. Ben, c'est ça. Non, mais je veux que tu m'en parles. Est-ce que t'es-tu fait blaster, t'es-tu fait ramasser par des archéologues ou par Non, jamais.
jamais. Même si à un moment donné, j'ai blasté moi-même le Smithsonian Institute des États-Unis, où que j'ai lu, après confirmation avec qui de droit, que les écrits étaient vrais. Le Smithsonian Institute ont ramassé plein d'artefacts qui étaient très anciens. Qui ne voulaient pas que personne ne voie. Ils ont mis ça sur des barges tirés par des togs, ce qu'on appelle des bateaux tireurs. Ah ouais. Et puis, ils ont jeté en pleine mer dans des fosses le plus profond possible. Ah oui, donc. Au large de la Californie. Ça s'est fait là. La façon qu'on l'a su, c'est que les propriétaires de bateaux sont obligés de garder un logbook. Oui. Un peu comme un chauffeur d'autobus ou de truck. Mais par contre, le logbook, lui, ne peut pas être détruit. Faut qu'il reste permanent, peu importe ce qui va arriver au bateau. Que c'est à partir de là, plusieurs années plus tard, lorsque le propriétaire du bateau a pris sa retraite, et j'ai plus rien à perdre, et dit, comme j'aurai plus de contrat, j'ai plus rien, j'étais à ma retraite, il a divulgué l'information. Puis comme dans les souterrains, les sous-sols de ces musées-là, où qu'on cache énormément de choses. On parle d'Indiens qu'on avait trouvé des sépultures qui mesuraient 7-8 pieds et plus de hauteur. Des cavernes qu'on avait le Grand Canyon qui ont 4000 pieds de hauteur, qui, à mi-chemin, à 2000 pieds, c'est drôle. Il y a des cavernes avec des statues portant de l'armement identique à celle des Égyptiens du temps. Ça, c'est rien à comparer à ce qu'un de mes amis que j'ai présentement, je peux réellement dire, c'est un ami. Il demeure dans le Connecticut. Il n'y a pas de danger de cacher son nom. Il est connu. Il s'appelle Roger Spur. C'est un ancien chercheur scientifique de la marine américaine à sa retraite. Et lui, en voulant agrandir sa maison en campagne, tombé sur des gros rochers. Qu'il les a fait déplacer avec une pelle mécanique pour s'apercevoir que le rocher en question, qui mesurait à peu près 30 pouces, je vais donner ça en pouces, pas en mètres, là, ni en centimètres, 30 pouces de large par 15 pieds de long et qui se donnait à être un doigt humain, qui ressemblait à un doigt humain. Il a fait toutes les universités des États-Unis qu'il pouvait contacter pour faire une étude, un scan, ADN, des recherches. ADN? L'ADN pour vérifier. Personne ne voulait toucher à ça. Mais c'était un ossement, ça, pour le chat? C'était un rocher. Mais par contre... d'ADN dans un rocher? Je vais tu vas savoir, tu vois, c'est bizarre l'affaire. Il a réussi à contacter des compagnies scientifiques de recherche aux États-Unis, pas tellement loin de chez lui en plus de ça. Ils ont fait une étude de laboratoire scientifique bien faite et ça s'est prouvé 100% humain. Donc, on dit que ce doigt-là, pouvait avoir facilement une stature de 50 pieds de hauteur par rapport à un doigt de 30 pouces de large par 15 pieds de long. On peut pas avoir un doigt de 15 pieds. Puis ça, c'est rien par rapport à ce que d'autres... As-tu une idée de la grosseur du nez que ça prend pour mettre dedans? Oui. Non, mais c'est fou, là. Oui. Puis ça, on peut facilement voir ses recherches parce que lui a même ramassé des roches dans son terrain. Mais non, on n'est pas dans le folklore. Ah non, on n'est pas dans le folklore du tout. On va beaucoup plus loin. Là, on est réellement dans le très sérieux. Il y a même des pièces qui ressemblent à un poumon. Ou que lui, il disait la forme... C'est plus des géants, ça, là. C'est monstrueux, là. Oui. Je te dirais, la grosseur d'une assiette, d'une grande assiette de table là, pour manger, là, ben, le poumon pouvait avoir sa grosseur-là. Lorsqu'ils l'ont fendu en deux, parce qu'il était en roche, ils ont pris un outil de fer, ils l'ont fendu en deux, tout l'intérieur était plein de sang. D'accord, mais un poumon de la grosseur d'une grosse assiette, d'accord. Ça commence à être gros. Ben oui, mais pas moins qu'un doigt de 15 pieds. Oui. Mais ça pouvait être d'autres choses qu'un poumon, là, peut-être, là. J'ai un poumon, là, mais ça pouvait peut-être être autre chose, là. Mais tout l'intérieur, il passait sa main dessus, puis il y avait la main pleine de sang. Le sang coulait à l'intérieur de la roche. Puis il y en a eu plusieurs de même. D'ailleurs, si on va sur son site Internet qui s'appelle modfossile.com. Mode MUD. MUD, c'est ça, fossile au pluriel.com. On peut trouver plein de vidéos aussi sur YouTube qui expliquent toutes ces affaires. Puis le gars, c'est pas un génie, là. Mm-hmm. C'est réellement un chercheur. On dit-tu invertébré? Mais, en tout cas, moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai bien de la misère. Moi aussi, au départ. J'ai bien de la misère mais quand j'ai vu les tests,
Puis l'approbation de la compagnie qui a fait les recherches qui ont prouvé 100% humain. J'ai de la misère pour une raison fort simple, c'est que ça relève des faits maudits, c'est clair, mais ça relève pas du tout de ma spécialité ou de ma... Non, c'est ça, c'est une autre branche. Ouais, c'est ça, là, c'est quelque chose... Mais il y avait quand même des gens, il y en a eu sa planète, puis même encore plus gros que ça. Ouais. Si on regarde dans la mythologie, là, on parle souvent de guerre de géants, de bataille de géants. Ah oui. La mythologie, des fois, là, c'est pas toutes des choses inventées. Non, je sais. Non, ben d'ailleurs, moi, la mythologie, c'est une de mes ressources pour déterminer par synchronicité puis par comparaison aussi, sans aucune contamination. OK, je vais le dire en français, ça va être plus simple. Quand tu as une tribu qui dit quelque chose, puis une autre tribu dit quelque chose, ce qu'il faut s'assurer, c'est que ces deux-là ne se sont pas parlés. Ouais. Alors, c'est important. Ou qu'elles n'ont pas été visitées par le même vendeur de pacotille. Alors, on ne veut pas, par exemple, que des missionnaires soient allés contaminer une tribu, les missionnaires, des religieux, là. Oui. Et aller parler du Jésus à un autre, puis les deux en font une légende avec ça. Puis on se dit, ils disent la même chose, mais en réalité, c'est à cause des missionnaires qui sont venus fourrer le patte dans ce qui les regardait pas. Oui. Alors ça, il faut faire très attention à ça. Moi, je fais très attention à ça. Alors, dans mon étude sur la mythologie, je suis beaucoup plus fasciné par la mythologie que l'archéologie. Mais reste que il y a ce qu'on pourrait appeler une entente, ou plutôt une harmonie incroyable du fait que nous avons été co-créés par des extraterrestres. Bien sûr. Qu'on appelle des dieux, là, mais par des extraterrestres. C'est clair, ça. Ça fait des millions d'années qu'ils jouent sur l'ADN. Ils jouent avec l'ADN, mais d'autres, on fait juste commencer. C'est ça. On fait juste commencer. Mais qu'on fait juste commencer. Sais-tu quand on a découvert le principe de la mutation d'un embryon de bébé, le processus de mutation pour qu'il devienne adulte? Sais-tu quand est-ce qu'on a... Ça fait pour quelques mois de ça? Quelques mois. Ça s'est fait en mars 2017. OK. Jeune Science. Ouais. Allô, Jeune Exactement. Science. Bon, imagine. Et le génome humain au complet a été séquencé en entier en 2003. Oui. Alors, regarde, on est des bébés là-dedans. Exactement. Bon. Alors, mon point, c'est que, oui, la mythologie, mais ça, la mythologie, moi, je suis prêt... Je suis prêt à la lire, à l'absorber, mais je ne la prends pas au pied de la lettre. Alors, moi, quand on me dit et les fils de géants trouvèrent les femmes belles, les marièrent, puis ainsi de suite, ça, c'est un extrait de la Genèse, mais qu'on retrouve intégralement dans le livre d'Enoch. Ça, moi, ça me fascine, ça. Ouais. Mais est-ce que je vais prendre le mot géant on a déjà David puis Goliath. Ouais, mais je veux dire, on a déjà... on a un départ au moins biblique. Ouais, mais je comprends qu'on a un départ biblique, mais on a Mère Teresa avec le géant ferré aussi, tu sais. Oui, absolument. Puis à ce moment-là, c'est pas pareil, tu sais. Je veux dire, l'être humain, je pense que le record Guinness d'un être humain connu, dont j'ai vu, je sais pas trop quoi, là, à Niagara Falls, il y avait un musée, là, le musée Believe It or Not. Là. Oui. Ouais, ben là, 8 pieds, je pense. Le gars faisait 8 pieds 7 ou quelque chose de genre. C'est géant. Ça, on m'a dit de notre vivant, mais notre époque. Il n'y a pas le doigt de 15 pieds, là. Non. Mais par contre, tu vas me dire une chose. OK, on va monter en grandeur, tranquillement. À partir de Niagara Falls, OK? On a dans les États-Unis ce qu'on appelle dans l'État de l'Ohio, on appelle des parcs, puis appelle ça les autres un mould, M-O-U-L-D. C'est comme un mould. Ça me dit quelque chose. C'est comme une genre de petite colline, là, ou une petite butte. Les Anglais appellent ça un mall. Oui, exactement. De la façon, ils peuvent le prononcer de différentes façons, là, tout dépendant d'où tu viens. Nous autres, on appelle ça quoi? Moi, j'appelle ça une colline. Good! Et puis... dans cette colline-là, à un moment donné, ils ont fait une excavation, puis ils ont trouvé un squelette de 9 pieds de long.
Oui, mais... C'était pas un Autochtone, là. Il était connu par les Autochtones. Moi, c'est pas ça qui me fatigue. C'est parce que tu m'as pogné avec un doigt, Christy. Ouais. Un doigt. Si tu as un doigt de 15 Donc, pieds... j'ai parti peut-être... j'ai sauté quelque part. Là, tu me donnes pas de chance. Tu pars d'un doigt de 15 pieds. Moi, t'en mets un doigt, moi, de 15 pieds. Ah, tu viens de me cacher. Oui. Là, non, mais un doigt de 15 pieds, ça veut dire que le gars en mesure 150, là. On parlait de 50 pieds au moins. Ben oui, mais là, c'est le... Je sais pas quelle règle de 3 qu'ils ont faite, là, pour le savoir. J'ai de la misère. Ça, là, j'ai de la misère. Ouais. Le gars de 9 pieds, ça va. Oui, puis ils en ont trouvé des bien plus grands que ça encore. Mais il y en a beaucoup qui ont été ramassés, justement, par l'armée américaine, qui... comment ils appellent ça? Le corps... le corps grand. Le corps des ingénieurs, un genre de corps d'ingénieurs américains, là. Ouais. Et puis, c'est eux qui, comme on dit, qui allaient ramasser tout ce que les gens trouvaient, que ce soit sur le bord d'une rivière, que ce soit d'une colline ou peu importe. S'ils trouvaient quelque chose, puis en parlait aux autorités, la police appelait le corps des ingénieurs, puis ces autres qui venaient encercler la région, ils ramassaient tout ce qu'il y avait, puis tu n'entendais plus jamais parler. Tout disparaissait. Il n'y avait aucun archéologue d'université qui s'opposait à ça? Non, même pas. Pouvait même pas. L'armée, ils mettaient dehors puis ils disaient bonjour. Mais aujourd'hui, ça ne marcherait pas, ça. Ah, je te dis que ça ne marcherait encore, pas, ça. Non, mais si moi je décide de marcher là, le long du fleuve, là, c'est la promenade de Cap-Rouge. Oui. Puis tu trouves de quoi? Puis je trouve de quoi, là, il y a des galets, là, il y a tout ça, à marée basse, là. Oui. Puis je vois un bras qui dépasse, là, mettons. Là, bon. Et tu fais pas grand-chose. Ben non, mais là, ce que je vais faire, je vais appeler... Tu t'appelles la police? Jamais de la vie. Si tu veux qu'une police sache, ça ne même pas écrire. J'appellerai pas une police. Je vais appeler... Non, mais je garde... Quelqu'un d'autre va l'appeler. Il y a un corps. Non, un bras archéologique, là, je veux dire. OK. Bon, moi, je vais appeler, je vais regarder... ça se peut que je t'appelle, tu sais. Mais je vais appeler l'archéologie. Moi, je vais regarder, là, tu sais, il doit y avoir des archéologues à Québec, Calvas. Ah ben oui, il y en a plusieurs. Bon, ben c'est ça. Ben, j'appelle un archéologue, puis je veux dire, that's it. Puis lui, il va arriver, puis quand tu vas voir que c'est sérieux, l'affaire, ben là, il va faire une démarche auprès du gouvernement pour isoler ce secteur-là, comme ils font dans le Vieux-Québec. Puis la maudite armée, là, elle va se ramasser le cul dans l'eau, là, parce que là... Sauf si l'archéologue s'aperçoit que c'est pas quelque chose d'humain. Là, par exemple, il va se revirer de bord, puis il va appeler les autorités. Sérieux? À ce point-là. Moi, s'il se rend compte que c'est vraiment en dehors des normes, il ferait ça. Parce que moi, j'ai eu les documents de main à main avec un archéologue qui m'a venu me rencontrer chez moi. Il m'a donné des documents qui disaient que si tu n'es pas un archéologue reconnu par le ministère, tu n'as même pas le droit de faire des fouilles sur ton propre terrain. Encore moins sur le terrain d'un autre. Oh, ouais. Mais par contre, si tu te promènes puis tu découvres quelque chose par hasard, oui, tu peux regarder, mais t'es encore là, t'es pas attitré pour faire des fouilles. Parce que tu peux détruire un paquet d'évidences. Un paquet de données, tu peux détruire. Ouais, dans ce temps-là, il faut les appeler. Je crois qu'ils sont sur le chemin Sainte-Foy à Québec. Il faut les appeler et c'est eux qui vont venir, puis avec leur équipe, qui vont, comme on dit, limiter la partie à faire la recherche, puis qui vont prendre les photos, les mesures, puis ainsi de suite. Puis il faut qu'ils passent du matériel plus sophistiqué, ils vont s'en servir pour voir exactement qu'est-ce qu'il y a là. Personne ne peut faire de recherche archéologique au Québec sans en avoir eu la permission écrite du ministère. OK. C'est très sérieux, puis ils le prennent au sérieux. S'il arrive de quoi, ils peuvent même te mettre en dehors du lieu où tu as fait la recherche, puis ils vont dire bye-bye. Tu veux dire que dans le temps, j'avais un terrain, moi, sur la Rive-Sud, là. Si j'avais trouvé une tête de momie, là... Ouais. J'étais fait à l'os, moi, j'aurais même pas pu y dégager les oreilles, là. T'aurais pu le faire. J'aurais été accusé de... Tu le dis pas à personne, tu fais tes propres recherches. Je trouve de quoi sur mon terrain, je vais faire mes propres fouilles. Mais jusqu'à temps que je découvre que c'est quelque chose qui a un lien avec l'archéologie, ben là, ça peut changer de dimension. Je peux dire, je laisse tout ça là, je touche pas à rien, je les appelle parce que je suis au courant des règlements. Mais quelqu'un qui ne sait pas, il va prendre sa pelle puis il va creuser. OK. Quand tu n'es pas au courant de certains règlements... Mais mettons, alors, mais
tu me dis que si des professionnels, des archéologues, tu dis qu'il y en a à Québec, là. Il y en a plusieurs à Québec. Non, mais y a-t-il une faculté? Non, mais ça s'enseigne-tu ici? Oui, ça? à l'Université Laval. À l'Université Laval, il y a une faculté qui s'occupe de... Bon, ben, oui, le département d'archéologie de l'Université Laval. J'appellerai là, c'est tout. Oui, c'est une place à appeler. Naturellement, tu vas peut-être tomber sur un stagiaire, comme souvent j'ai fait. Tu appelles là, puis on tombe sur un stagiaire qui est plus ou moins au courant de rien. Ouais. c'est une valeur. Mais si tu veux parler à un archéologue, t'es mieux d'appeler au ministère. Tu te fais passer pour le ministre. Oui. T'es mieux d'appeler au ministère pas des richesses naturelles, mais des départements là, qui s'occupent de l'archéologie. Là. Mais, mettons, là, je fais ça, là, puis que quelqu'un du gouvernement vient. Puis il se rend compte que c'est weird, ce qu'il y a là. Ouais. C'est comme, je sais pas, moi, la main, elle a 3 doigts seulement. Oui. Bon. Puis là, il regarde ça, puis tu me dis, toi, là, tout de suite, là... Ça fait pas conspirationniste, là? Non. Mais ils peuvent te couper l'information à partir de là, puis tu n'auras plus jamais après ça ce qui se passe. J'aurai pas la suite. Non, mais si je décide d'aller à Denis Lévesque, moi, puis de dire j'ai trouvé ça, puis tel... Parce qu'il n'y a personne qui va rentrer sur mon terrain sans se nommer, là. Ah ben oui. Le Morneau, là, Joe Morneau, là, de l'archéologie Laval, là, il est venu ici, là, puis il a vu ça, puis après ça, là, il dit qu'il est parti avec, puis moi, j'ai plus le droit de rien savoir. Moi, je le dénonce, je crie, je hurle, je fais tout et tant. T'as le droit de le faire. Mais y a-tu quelqu'un qui va m'arrêter? Non. Je ne penserais pas qu'il oserait. Mais c'est ça, ils ne croiront peut-être pas. Ben, des deux et l'autre va dire mais là, Morneau, ça ne répond plus de ton domaine. Et là, Morneau, il faut qu'il réponde à ça, là. Oui, ils vont peut-être te dire, ça ne répond plus de ton domaine, puis là, ben, on va faire des études, puis on va revenir là-dessus. Mais ça peut prendre bien du temps avant qu'ils reviennent. Tu as le temps de mourir. Et ça m'écoeure, ça. C'est ça qui est plate. Parce qu'il y a beaucoup de choses demain qui ont été trouvées partout, là, dans les États-Unis. Ben, regarde, tu prends sûrement Coral Castle que tu parlais à un moment donné dans un podcast avec un ami dernièrement. Ben, ça oui. Parce que je t'écoute, hein? Tu m'écoutes. Que Coral Castle en Floride. Je vois pas comment ça peut écouter ça, on l'a pas encore enregistré, mais c'est pas grave. C'est parce que je t'écoute même en dehors des ondes. Alors, tu m'écoutes dans l'astral. Oui, c'est ça. Quand tu te lèves la nuit, là, je t'écoute. Okay. Et puis, Coral Castle, ça fait quand même bien des années, comme on dit, que le monsieur est décédé, puis qu'il a emporté avec lui son secret, comment il faisait pour faire léviter ces roches-là qui pesaient des dizaines de tonnes. Ça, c'est la rumeur. On parle beaucoup au niveau des pyramides. Tu sais, je comprends là, que on s'en va en Égypte, là, mais probablement que c'est valable aussi pour tout ce qui s'est fait en Amérique du Sud. On parle beaucoup de ça. Charroux aussi en parlait de ça. De faire léviter les pierres. Oui, par le son. Par le son, exact. Exactement. Bon, c'est ça, OK, on l'a dit en même temps. Oui, parce que je trouve que moi, c'est logique. On se poigne-tu le petit doigt? Ah, si tu veux. OK. Alors, donc, si en autant que je ne fais pas 15 pieds, si c'est par le son, moi, je sais, l'énergie sonore, ça peut être fort, là, ça peut être puissant, bien dirigé. Là, on sait que l'énergie acoustique pourrait être... justement, avec l'énergie acoustique, on peut faire relever des pièces métalliques en laboratoire. Je l'ai vu sur des vidéos, moi. Si on va sur YouTube, on cherche des choses de même. Tu crois tout ce qu'il y a sur YouTube? Non, je sais. Mais il y a des choses qui sont quand même flagrantes parce que je sais dans le profond de moi-même que c'est vrai. Ouais. Que ça fonctionne. Ouais, on appelle ça de la résonance. C'est ça. Ouais, je sais bien. Et qu'est-ce qui arrive? Moi, je regarde ça, puis ma résonance dit c'est de la merde. Je fais quoi, moi, avec ça? T'es pas obligé d'y croire. C'est pas facile. C'est pas facile dans ce domaine-là. Absolument pas. C'est pas facile. C'est parce que, tu sais, je veux dire, moi, moi, il y a des gens qui sont des conspirationnistes. Oui. Ils croient à tout, puis des gobe-tout. Mais moi, je suis le gobe-tout conspirationniste de quelqu'un d'autre. Ouais. Dans ce domaine-là, étant donné que personne ne détient de preuves officielles, officielles montrables, puis démontrables et ainsi de suite, puis ça, faut le reconnaître. Ben là, on est tous pris à regarder ça, ben on va dire comme là, je te crée ou je te crée pas. C'est ça c'est ça le problème dans ce domaine-là. Mais je vais te dire une chose, Jean. J'ai un petit atelier dans mon garage. Et parfois, je regarde des choses sur YouTube.
Je les vois faire des shows, puis ils disent ça fonctionne numéro 1, puis ça va devenir un jour de la haute technologie. Je copie les choses, je prends des notes, je fais exactement la même chose que je fabrique moi-même, là, et ça ne fonctionne pas du tout. Bon. C'est voilà. réellement de la fausseté. C'est ça. Mais je le fais des tests. Oui, mais c'est bon, c'est bon. Je prends pas pour, comme on dit, copier-coller, là. Non. Puis dire c'est vrai, non. Surtout l'énergie libre. Je fais beaucoup de recherches et j'analyse des choses. Je parle avec des gens. Je te dirais, est-ce que tu connais, entre autres, Patty Greer? Non. Bon, ça, c'est une dame... C'est pas ma ligne, ça. C'est pourtant à toi, ça. Ah, OK. Patty Greer, c'est quand même une madame qui fait des enregistrements de comment ça ça, de crop cycle. Ah oui, OK. Oui, elle a voyagé aux États-Unis, elle a vécu des choses, couchée dans le champ, elle a essayé, puis ça l'a transformée. Aujourd'hui, elle est capable d'avoir des visions, elle est capable de dire des choses qui se passent. Puis elle vient de recevoir, je pense, son 3e, il appelle ça Short Motion Picture Award, une affaire de même, là, pour les meilleures vidéos faites sur les crop cycles. Ah ouais? Je suis entouré de plein d'amis de même, dont toi. Oui, non, ben je sais, mais moi, je me couche pas dans un champ. Mais... Ah, moi, ça m'arrive. J'adore ça. L'énergie, on l'absorbe. Ah, non. Nu-pied dans le champ. Non, moi, je pogne des rhumes. Ouais. Ah, tu pognes des rhumes. Mais il faut pas faire ça l'hiver. Je suis pas ça, moi. Je suis pas ça. T'embrasses pas les arbres? Non, I'm not a tree hugger, comme on dit. Ah, mon Dieu, non. Non, moi, quand j'étais à l'Institut de métaphysique, j'en avais des comme ça, là. Parce que chez nous, on divisait l'enseignement ou la connaissance en quatre royaumes, si on peut dire, et on y attribuait des couleurs, tu sais, alors le rouge, le vert, le jaune et le bleu. Oui. Et moi, j'étais dans le rouge et vert, tu sais, puis vert qui enseigne, mais rouge qui choque. Oui. Guerrier un peu, là. Oh, oui. Alors que les tree huggers, puis les ramasseurs de plantes, puis les namastés, puis les méditations à pu finir, puis les aum, puis toute la gang de Chipagan, là, moi, je venais bleu, puis je n'étais pas capable, mais justement, c'était les bleus, ça. Oui, parce que c'était pas ta catégorie à toi. C'était pas ma catégorie. Puis toi, c'est ce qu'on appelle un chevalier. Je les appelais des maudites momounes de ma mère, de fatigants, puis de ci, puis de ça, puis faut que tu manges le bout de la plante, parce que ça va aller dans ton... Je sais ça va aller dans mon rectum, comme tout le reste. Je veux dire, moi, c'est ça, je répondais. Puis il m'haïssait. Puis moi aussi. On s'aimait, mais on s'haïssait. À chacun sa façon. C'est ça. Ça m'énervait. On peut aimer tout le monde, mais à chacun sa façon. C'est ça. Puis, je suis pas papillon, licorne, namasté. Comment vas-tu? Pas de même, pantoute. Ça tombe bien mal, là. Alors, je me tiens loin de ce monde-là. Donc, forcément, je me tiens loin aussi de ce dont il parle. Par contre, quand je m'élève un peu au-dessus de ces considérations nettement humaines et presque scatologiques, là, je comprends leur démarche, je comprends ce qui se passe, je comprends parce que j'ai déjà vécu une expérience où j'ai vu des dévas. Des dévas, c'est des petits êtres qui s'occupent des plantes, des arbustes, puis en tout cas, sont l'autre bord. Je sais pas comment est-ce qu'ils font pour s'occuper de ça. J'ai toujours rêvé d'en avoir une armée pour s'occuper de mon gazon, ça n'a jamais marché. Mais ils s'occupent de tout ça. Faut pas que tu mettes de pesticides. Ça, c'est bleu, voire des affaires de même. Tu sais, bleu, là. Tu sais. Puis ils m'aimaient. T'as pas vu ça, toi, quand ils m'ont vu. Ils m'aimaient, un peu comme j'étais leur grand-père. Puis moi, je les ai trouvés bien cute, bien beaux, puis extraordinaires, puis j'en revenais pas de voir ça. Mais quand je suis revenu dans mon body, là, après ça, j'ai raconté ça. T'as pas vu, ça pogne avec les femmes, ça. Quand j'ai raconté ça, t'as pas vu les femmes à l'Institut, toi, qui étaient sur moi, puis ils voulaient toutes, peut-être pas sur moi, mais qui étaient autour de moi. Puis ils voulaient tout savoir, puis c'est ci, puis c'est ça. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, c'est du fun, tu sais. Puis mon fils qui s'en va dire qu'il a vu des... Attends, comment est-ce qu'on appelait ça? Des gnomes. Des gnomes. Là, j'ai dit, tu vas pogner mon homme. Va dire ça aux petites filles dans la classe, tu vas voir, ça va. Mais c'est la seule fois. C'est la seule fois que c'est arrivé. J'y crois. Mais j'ai de la misère. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Faut pas oublier une chose. Tout le monde est évolué. Mais chacun à sa façon. C'est-à-dire que chacun a ses filtres. Oui, exactement. On fait une pause. C'est beau. On revient dans quelques instants. On est à l'émission Les Faits maudits. Je suis avec Pierre Brunet.
On parle, je ne sais plus de quoi on parle, mais on va continuer. Et on fait ça immédiatement après la pause. 96.9, vas-y, c'est à moi que tu parles, faudrait que t'entends dur dans la radio, là, si 96.9, que ça, arrête de rigoler, là. Arrête. Pas de ma gueule, vas-y. L'Inventaire, c'est une boutique éclectique où l'univers des gadgets pratico-pratiques est à son meilleur. Vous trouverez facilement un cadeau pour quiconque et peut-être même pour vous. Pour les petits et les grands, nos trouvailles et inventions ont toutes un but commun de joindre l'utile à l'agréable. 833 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Sortez de l'ordinaire. Venez en boutique avec plus de 700 idées cadeaux originales et inusitées. Vous trouverez le cadeau chez l'Inventaire ou visitez le www.boutiquelinventaire.com. Imagine ton style. Impression sur vêtements, articles cadeaux, services d'imprimerie sur carte d'affaires, billets de spectacle, murales et plus encore. Que ce soit à l'unité pour offrir un cadeau à vos proches ou en grande quantité pour votre entreprise, ils sauront vous satisfaire. En plus, la livraison est disponible partout au Canada. Passez les voir en boutique au 427A, route 273 à Saint-Apollinaire. Pour plus d'infos, www.imaginetonstyle.com ou Imagine ton style sur Facebook. Imagine ton style. 88 262 1352. Vos entrevues d'embauche vous angoissent. Le Challenge Entrevue est l'occasion idéale de pratiquer tes entrevues avec de vrais employeurs. Organisé par Trajectoire Emploi, cet événement vous permettra de tester vos compétences en entrevue et de recevoir des conseils de professionnels. Soyez prêts à convaincre de vrais employeurs et à devenir le pro de l'entrevue. Ça se passe où? À Trajectoire Emploi, organisme en employabilité pour mieux vous servir dans la réalisation de votre potentiel. Quand? Mercredi, le 28 février. Plusieurs employeurs sur place prêts à te rencontrer. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant au 88 833 7122. 88 833 7122. Faites vite, les places sont limitées. Le Club Lion de Saint-Romuald invite les entreprises à s'inscrire rapidement au tournoi de quilles Défi de l'entreprise 2018 qui se tiendra au Boulodrome à Lévis le 24 février prochain. Inscrivez-vous auprès des membres suivants. Louisette Imbeau au 838-9608, Julien Côté au 839-8772 ou directement au Salon de quilles. Nous invitons également la population à venir nous voir le 24 février pour le plaisir. Le Club Lion de Saint-Romuald vous salue. Hey, le RINA Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper, n'épargne du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux. C'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD. C'est simple de même. Ça se passe au RINA Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des promenades du Sud. Qui est en train d'écouter quoi? Les 96.9 dans la radio. C'est 96.9 quoi? C'est rigolo quand même, il l'écoute dans la radio. 96.9 c'est la radio de Lévis. C'est drôle quand même, 96.9 la radio. J'ai le goût de danser ce matin. Tu l'écoutes encore? C'est bien? De retour avec Jean Cazot au Fait Maudit. On est de retour avec Pierre Brunet. C'est l'émission Les Faits Maudits. C'est une émission enregistrée, je vous le rappelle, diffusée directement des studios de l'alternative radiophonique qu'est le poste CJMD 96.9 à Lévis. Après l'émission, sur mon site ou directement si vous allez sur le site du 96.9fm.ca, vous aurez le podcast de l'émission vous pourrez le télécharger ou le partager, ou si quelqu'un dit « Ah, j'aurais aimé ça l'entendre », ben vous lui dites « Regarde, envoyez-y le podcast ou le lien pour qu'il s'arrange avec ça. » Bon, on est rendu où, là? On est rendu, je dirais, en Colombie-Britannique. Ah oui? Dernièrement, sur des recherches par des archéologues, ils découvrent un site déjà attite. À quoi? On appelle ça attite. Attite? Oui. C'est vieux de 14 000 ans. Oh shit. Et on se demandait
comment ça se fait que... C'est quoi Attit? Attit, c'est des gens qui habitaient une certaine région en Colombie-Britannique. Donc, un peuple autochtone. C'est des Attis. Oui. Et puis, ça a été confirmé par la nation, ils appellent ça Heiltsuk. C'est un nom un peu, comme on dit... faut que tu fasses un effort de prononciation. Oui, c'est difficile à prononcer. Ça s'écrit Heiltsuk. OK, d'accord. Heiltsuk. Quelque chose de genre. Ça ressemble à ça. Ouais. Bon, que naturellement, cette nation-là racontait depuis des lunes que toute leur histoire, comme on dit, leurs ancêtres, était fondée sur une histoire qui était transmise de bouche à oreille, de père en fils. Naturellement, où exactement ça? En Colombie-Britannique. Je ne pourrais pas dire le lieu exactement. J'ai pas eu le temps d'aller faire la recherche sur le site en question, là. Mais ça c'est sorti cette semaine, on m'a dit dans les nouvelles. Donc, c'est récent. Cette semaine. Hier. Je l'ai vu hier. Oui, hier quand? Hein? C'est ça, hein? T'as oublié qu'on est rendu à l'hiver. C'est ça. Ben, moi, je l'ai trouvé sur un site Internet de recherche archéologique. Ça en avril 2017. Oui, sur un site archéologique. OK. Ben. Donc, l'information, on dit, ce site n'aurait jamais gelé d'où se sont établis ce peuple. Et son équipage ont trouvé, son équipe, l'équipage qui faisait les recherches, là, parce qu'il était tout un groupe, ils ont trouvé divers artefacts, dont des outils en bois. Wow, ce qui est assez rare habituellement. Habituellement, c'est des outils avec des os ou des pierres. Ben oui, là, ils étaient faits en bois. Encore faut-il les tailler. Oui, exactement. Que c'était très vieux. Puis ils ont creusé quand même assez profondément là, dans la mousse puis la tourbe pour aller chercher ça dans le fond. Ça, c'est une affaire que il faut que les gens comprennent. Parce que souvent, il y en a qui vont dire hey, toutes ces affaires-là que vous dites là, dans le passé, là, si c'était vrai là, qu'il y avait eu des civilisations, puis on les trouverait. Attends une minute. Oui, on l'a entendu souvent. Attends une minute. Là. Ouais. Moi, je me souviens, c'est un souvenir de petit gars, là. Oui. Mais je me souviens, moi, qu'on allait dans certains endroits ici aux alentours, là, à la chasse, puis la pêche, puis toutes ces affaires-là. Mon père était un sportsman, comme on disait dans le temps. Oui. Et je me souviens qu'il y avait une place, il y avait une vieille cabane, là, puis c'est là qu'on arrêtait là. Puis, je me rappelle plus trop, je sais pas, peut-être que c'était des toilettes, je sais pas quoi, là, mais en tout cas, c'était là, tu sais. Et moi, par accident, à un moment donné, je suis retourné là. Puis là, je me suis dit, maudit la cabane, tu sais. Ben, oublie ça, mon homme. Il y avait tellement d'herbage, la végétation s'en était emparée. Comprends-tu, là? La mousse, le ci, le ça, était, quasiment invisible. Mais ça, là, faisait juste 30 ans, là. Oui. 30, 40 ans. Le bois était déjà pourri, puis... Oui. Tu sais, 30, 40 ans, là. Mais imagine 300, 400 ans. Imagine 3000, 4000 ans. Ouais. Imagine 18, 15, 20 000 ans. Puis imagine 1 million d'années. Oui. Bon. Alors, moi, je comprends. Ça a été un peu un choc de voir ça. Puis j'expliquais à ma femme, j'y parlais de ça. Puis on était à ce moment-là à Daytona Beach. Et puis on marchait sur la plage. Et j'y disais, regarde, les enfants font des trous, hein? Oui. Puis c'est pas à peu près, hein? Il y en a qui... des gros trous. Des fois, tu te penches, tu t'entends parler chinois, là. Mais quand on est revenu de marcher, à cause que la marée avait commencé à monter, la plage était parfaite. Oui, le trou s'était bouché. Fini, il n'y a plus rien. Là, comme si personne n'était passé là. Oui. Le temps, une fraction de seconde, c'est-à-dire l'érosion causée par l'eau. Oui. En quelques minutes, on s'entend. Bon, je comprends que c'est du sable, là, c'est pas de la roche, mais il en demeure pour moi que c'est puissant, la nature, à effacer les traces humaines. Exactement. Alors, c'est pas pour rien qu'on trouve des affaires qui sont... regarde, là, va-t'en sur la promenade du Frein, à Québec. Oui. Puis devant le château Frontenac, là, je sais pas si c'est encore là, mais nous autres, quand on est allé, la dernière fois qu'on passait par là, il y avait tout débâti à la terrasse. Puis il y avait des... Il y a des constructions autour. C'est ça. Oui, il y a des constructions autour. Mais c'était pas le sous-sol, ça. Non. C'était la maison qui était là. Ça veut dire que depuis 1600 ou 1700 ou whatever, il y a un 10-12 pieds de terre qui s'est rajouté, là. Oui.
Il y a toujours quelqu'un qui fait un remplissage quelconque, ou bien c'est la pluie, la poussière qui s'accumule. On dit que la planète s'épaissit de quelques millimètres par année. À certains endroits, ça peut être bien plus que ça. C'est ça. Il y a quelque chose qui se passe parce que ça disparaît, mais tu as les glissements de terrain, tu as les tremblements de terre, tu as tout ce qui peut arriver aussi qui fait disparaître déjà. Mais les tsunamis? Tsunami, ben oui, forcément. En Colombie-Britannique, j'ai vu sur Canal D ou Historia, il y a plusieurs années, un reportage où qu'on était à 100 000 à l'intérieur de Vancouver, où qu'on avait trouvé dans une butte, une grosse colline, là, qu'on avait trouvé des restes marins qui remontaient avec des preuves à l'appui, comme quoi c'était un tsunami qui était venu frapper jusque-là. Oui. On était à 100 000 de Vancouver à l'intérieur des terres. Non, c'est sûr. De toute façon, on a trouvé... On était très loin. On était quasiment rendu dans la vallée d'Okanagan, là. On a trouvé des fossiles de palmiers en Antarctique. Oui. Ça veut dire que cette région-là a déjà été... En Floride, où tu vas, on a trouvé un corps complet d'un éléphant enfoui. Oui. Ça, au moins... J'ai jamais été capable de mettre le doigt où l'éléphant avait été trouvé. C'est dans le site Barnum and Bailey, 1913. Personne ne dit exactement où c'était l'endroit où il avait été enterré. Il y a des gens, ça faisait 100 ans, qui savaient qu'il était là, puis il n'y a personne qui donnait la permission de faire des fouilles. La Terre, la planète Terre, n'a jamais... je veux dire, ce qu'elle a de l'air à l'heure actuelle, si on avait une machine à retourner dans le temps... Oh mon Dieu, qu'on s'arrête des surprises. Oublie ça, là. Tu sais, non, mais il y en a qui pensent qu'en retournant, mettons, il y a 15 000 ans, je vais me tenir avec ma machine, mettons, là où est le parc nautique là, de Cap-Rouge, je te parlais tout à l'heure. Oh boy! Il est venu s'emmener des bonnes bottes. Ben, c'est ça. Si tu recules, là, il y a 15 000 ans, le fleuve se rendait quasiment jusqu'au chez moi. Là. Ah oui? C'est énorme, c'est immense, ça. C'était la mer Champlain, ici. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ne trouvent pas la statue et le corps de Champlain. En plus. Ouais, mais là, sa mère était là. OK. Non, mais c'est vrai, c'était un océan quasiment qu'il y avait là. Oui, l'océan intérieur. C'est un petit... Parlant d'océan intérieur, j'en ai une bonne que bien des gens ne savent pas. Savais-tu ça, toi, Jean, qu'autrefois, l'Angleterre était reliée à la France? Oui. J'ai déjà vu quelque chose là-dessus. Oui, exactement. Parce qu'ils ont fait énormément de recherches et dans la mer du Nord, ils sont aperçus qu'il y avait une plaine immense sous l'eau. C'est ça. Puis c'est plein de troncs d'arbres. Oui, c'est ça, exact. Entre autres. Oui, c'est ça. Et à d'autres endroits, il y a des trous qui descendent jusqu'à 328 pieds de profond, comme s'il y avait eu des cascades que l'eau mangeait la roche, puis elle creusait des trous immenses à cause de la force, et quand le trou était plein, il en faisait un autre plus loin, parce que le sol était différent. Ils l'ont relevé jusqu'à 7 comme ça, entre Dover et Calais. Douvres? Oui. Oui, puis Douvres-Calais, tu viens de régler le problème. Ouais. C'est la bordure de l'Angleterre à l'est, puis celle de la France à l'ouest. Exactement. Le Pas-de-Calais, c'est là que les Allemands pensaient qu'il y aurait lieu le débarquement, parce que c'est l'endroit le plus proche. Oui. Dans le site de référence que j'ai fait la recherche, on dit les scientifiques, chercheurs, navigateurs inclus, ont trouvé dans le fond de l'eau entre l'Angleterre et l'Europe, une quantité astronomique d'anciens arbres dans le fond. Et en plus de ça, autrefois, l'Angleterre étant reliée, les gens pouvaient communiquer très facilement d'une place à l'autre. C'est une fois que l'eau s'est avancée et a commencé à couper que là, que l'Angleterre est devenue une île. C'est d'ailleurs, si je me souviens bien, l'explication aussi qui touche l'isthme de Bering. Oui. Où on sait que il y a plusieurs milliers d'années. Ça communiquait. Oui, avec la Russie. Et c'est là que on sait sont arrivés les Ouzbeks, puis les comment ça s'appelle, les Sibériens, puis en fin de compte, de Toungous, et ainsi de suite, qui étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des Mongols. Puis on s'entend, là, c'est pas une joke, là, c'est les vrais, vrais noms. Là, ils viennent de Mongolie. De la Mongolie, c'est ça. Et les Mongols en question sont des Chinois, mais pas aussi, puis pas des Chinois pareils comme les Chinois, puis les Japonais. C'était vraiment, c'est les ancêtres, finalement, des Chinois. Exactement. Et
ces individus-là ont traversé, se sont retrouvés. Ils ont campé longtemps sur l'isthme de Bering. Longtemps. Ils ont été là un 10 000 ans. Là, puis à un moment donné, ils ont commencé à voir que là, ça ne marchait plus, les affaires. Alors, au lieu de retourner chez eux, ils ont piqué vers l'est et ont atterri en Alaska. Puis après ça, ils ont débordé jusque dans les territoires du Nord-Ouest. Oui, exactement. Et là, l'isthme en question s'est rompu. Oui. Donc, prisonniers sur un continent qu'ils ne connaissaient pas, enfin, qu'ils connaissaient, mais je veux dire, puis ils s'en foutaient pas mal là, aussi de la Sibérie. Là. Oh, oui. Ils ont dit, garde, on va piquer au sud. Et là, c'est là que sont venus nos Esquimaux, nos Indiens, nos Américains. Parce que si tu prends certaines races indiennes, regarde comme il faut, moi, d'abord, c'est pas des races, c'est des ethnies, mais si tu regardes comme il faut le visage de certains Amérindiens, c'est des Chinois. Ils n'ont pas le visage d'un Européen du tout. Ils n'ont pas de visage européen, mais ils n'ont pas non plus le même visage que certains Amérindiens américains. Oui. Alors, il y a une différence entre les tribus américaines du Grand Nord, Nunavut, ces coins-là, et de l'Est. Oui. Quand tu regardes ici, c'est un peu plus compliqué parce que nos Hurons, puis même nos Mohawks, sont délavés depuis longtemps. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a eu beaucoup de mélanges. Il y a eu beaucoup de mélanges, c'est ça. Des mélanges ethniques avec les Blancs, mais aussi entre tribus. Entre tribus, oui, exactement. Alors, des purs, il y en a, là. Mais ils ne sont pas faciles à trouver. Mais c'est là que tu t'aperçois que tout ce monde-là venait de là-bas. Mais moi, ce que je ne m'explique pas, c'est comment il se fait que les Amérindiens, ou que ces Mongols-là, finalement, c'est pas eux autres, je pense, qui sont devenus les Mayas, les Incas et les Aztèques. Ils ne se ressemblent pas du tout. Ils se ressemblent pas du tout, mais pire que ça, c'est que les Mayas, les Incas et les Aztèques ont laissé un héritage mésoaméricain de cités impériales, immense, en pierre solide, en pierre qui existe encore aujourd'hui. Ah oui. Magnifique. Pas de maudite en Amérique du Nord. Pas une seule. Parce que l'Amérique du Nord devait être encore recouvert par les glaces. Peut-être. Un certain, comme il disait tantôt, là, ces gens-là, ils ont été dans une zone en Colombie-Britannique où il n'avait jamais eu de glace. Oui, je comprends. Donc, ils ont été capables de survivre là. Oui, je comprends, mais reste quand même qu'il y a eu une époque où il y avait du monde. Il y avait du monde, là. C'était très peuplé. L'Amérique était très peuplée. Mais là où commence le mystère, c'est avec les Mayas dans le Yucatan. C'est le point le plus haut, le plus au nord, où on retrouve Teotihuacan, quelque chose de genre. Oui, exactement. Et où on retrouve plus bas, vers le sud, au Pérou, en bas. Machu Picchu, es-tu dans l'extrême sud, non? Il est vers le bas, mais il est à Cusco. Ouais, plus vieux que ça? Il y a plus vieux que ça, mais au Chili. Ah, OK, bon. Au Chili, t'auras plus vieux encore. C'est ça. Alors, tu vois que il y a un gap, il y a un décalage là, entre les deux Amériques et l'Amérique du Nord. Ah ben oui. Un décalage immense. Oui. Et moi, ça c'est mon interrogation. Ça, je me dis... Parce que moi, je ne crois pas que les Mayas, que les Aztèques et les Incas soient les fabricants, les auteurs, les architectes de ces villes-là. On dit qu'ils existaient avant eux. Parce qu'il y a du monde. Ben oui, c'est ça. C'est les Toltecs. Parce qu'ils ont des traces de machinerie industrielle. Il y a les Toltecs, il y a les Chouettes, il y a toutes sortes de noms. Ouais. Il y a plusieurs noms, là, mais les Toltecs, les Olmecs. Ouais. Les Olmecs, Toltecs, les Mayas. Non, pas les Mayas. Les plus vieux. Parmi les plus vieux, là, les Toltecs et les Olmecs. Oui. Et ces gens-là, mais apparemment, ce serait encore même plus vieux que ça, l'origine de ces villes-là. Et c'est là, moi, c'est là que je regrette, mais c'est là que le mot extraterrestre vient sonner dans ma tête. Quand tu regardes en Bolivie ou tu regardes dans le sud du Chili... Tiahuanaco, la plus vieille ville du monde. Il y a des villes où que les pierres qui sont construites là, il y a même des tours qu'on dit que ça ressemble à des tours comme pour faire brûler du bois. Mais c'était pas ça, c'était des tours d'énergie. Ouais, mais ça... Ça existait déjà, eux autres, par eux autres.
Parce que si tu regardes, juste faire une démarcation. Un tour d'énergie, là. Non, mais j'ai un problème avec ça. Ouais, Tu peux pas faire un tour d'énergie avec de la roche, là. Ça prend d'autres choses. Oui, ça prend de l'eau. De l'eau? Oui, de l'eau sacrée. Ouais, mais chez nous, ici, on appelle ça un réservoir de Sainte-Foy. Il n'y a pas grande énergie qui sort de là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Ouais, mais... Si on regarde dans le désert d'Atacama, c'est immense. Ils ont même trouvé des corps d'êtres qui sont réellement été prouvés n'être pas de cette planète. Oui, mais là, parle-moi pas de Stephen Greer, parce qu'on va chicaner. Quand tu parles de... Tu me parles pas de Stephen Greer. Non, je parle pas de Stephen Greer. Ah, okay. Je parle de, comme on dit, de squelettes qu'ils ont trouvé. Pas la petite patente haute de main, la petite poupée, là? Oui, ça a été prouvé. On a même un archéologue français là, qui travaille sur l'étude de ça. Oui, mais là et Pierre, qui vont nous sortir très, très bientôt là, des études officielles. Là. Pierre, c'est un problème. Là, tu me pognes des doigts de 15 pieds puis des petits bonhommes de 10 pouces. Il y en a de toutes les grosseurs. Il y en a de toutes les grosseurs. Il y en a qui ont vu passer des vaisseaux spatials, là, très petits. Oui, ça, j'ai un dossier là-dessus. Que donc, s'il y a quelqu'un à l'intérieur... ça pouvait être des drones. Oui, ça peut être des drones, mais s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, il ne peut pas y être grand. Il n'y a personne là-dedans, Pierre. On n'est pas dans le roman de Gulliver. Il ne faut pas l'être non plus. Tu sais, non, j'ai de la misère avec ça. Il y a des affaires, là, tu m'emmènes de la misère avec ça. Là, je regarde, moi, toutes les avenues. J'en ferme pas une. Non, ben moi, oui. Moi, je ferme des portes des fois. Je ferme des portes quand je suis pas confortable. Oui, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Ouais, je sais. Moi, je suis pas confortable. Ma résonance dit non, va pas là. Quand ma résonance dit non, va pas là, ça veut pas dire que c'est pas vrai. Oui. Ça veut dire que soit je suis pas prêt à ça, soit c'est pas vrai, ce que je pense, ou soit que éventuellement, c'est pas, pour le moment, c'est pas utile. T'attends une confirmation. Ben, c'est pas utile que je sache ça tout de suite. Ouais. Parce que moi, ma job à moi est liée directement à la diffusion. Moi, ma job, depuis 1966, le 21 décembre, depuis que j'ai 16 ans, ça m'a été dit, c'est clair, il faut que je diffuse. Moi, je suis un écrivain. Là, je fais de la radio, mais je le fais par écrit aussi, puis j'ai des livres, puis ainsi de suite. Exact. Alors, puis j'ai des livres pour le prouver que c'était ça ma mission, en plus. Alors, moi, là, ça, quand ma résonance dit non, ça dit non parce qu'ils veulent pas que je publie ça. Ils veulent pas que j'écrive ça. Ça se comprend très bien. Moi, c'est le contraire de ma mission. Moi, c'est le partage d'informations. Qu'elle soit vraie, qu'elle soit fondée ou non fondée, je partage l'information. Les gens en font ce qu'ils veulent, mais s'ils s'aperçoivent à un moment donné que ça fait leur bonheur, qu'ils sont heureux là-dedans et que c'est vrai pour eux, tant mieux. Oui, je sais bien, mais moi, il faut que ce soit vrai pour Parce que pas tout le monde qui peut aller dans ces pays-là pour aller faire leur propre recherche. Il y a encore des universités, puis il y a encore des hôpitaux qui refusent à des fois d'analyser des choses. Non, ça, je sais. Moi, je peux comprendre ça dans le sens que il est clair. Moi, il faut que ce soit vrai. Non, je peux pas, parce que je peux pas même, moi, le prouver, tu sais. Oui. Si je devais diffuser uniquement ce que moi, j'ai vécu, je n'aurais pas assez. J'ai pas assez vécu de choses pour ça. Mais je me base sur des sources que si ma résonance me dit oui, vas-y, c'est parce que c'est oui, vas-y, et publie-le. Diffuse-le, que ce soit sur mon site, que ce soit en article ou que ce soit en conférence ou à la radio ou que ce soit sous forme de livre. Ouvre-toi la gueule, t'es fait pour ça. Tu sais, moi, mais on me dit, fais bien attention, on ne dit pas des niaiseries. Alors, non, il ne faut jamais dire des niaiseries. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, il m'énerve encore, lui, là, depuis qu'on en parle, depuis ça fait 2 heures, il m'énerve, le grand de 15 pieds, là, avec son doigt, là, tu sais. J'essaie de mesurer la narine que ça prend quand il veut se le mettre dedans, tu sais. Ouais. Fait que, c'est là, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, tu sais. Et je débarque, tu sais, moi, je débarque. Mais acceptez que je débarque pour la raison que je viens de te dire, c'est que c'est pas moi qui va aller diffuser ça, puis qu'il n'est pas un cibole qui vienne me dire, comme ça, tu crées ça, toi, le gars de 15... Non! Je n'ai jamais dit ça. C'est ça, exactement. C'est lui, là. C'est moi qui crois ça. Lui, là. Parce que moi, j'ai vu les photos, puis j'ai vu les mesures. Les photos, ça se truque, ça. Oui, mais connaissant Roger, là, c'est pas le gars à faire des blagues puis à monter des bateaux. Ouais.
un chercheur aussi vieux que nous autres, qu'on l'est. Oh, ben ça, j'en connais des vieux câlisses. Ouais, c'est mais... pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont vrais. J'ai vu les preuves, j'ai parlé en privé avec plusieurs fois. Ouais. On se parle au téléphone, on se parle sur Skype, on se parle en écriture. Puis je peux dire une chose. Lui, déjà, Roger Spur. Spur, SPU. SPU 2R. Oui, OK. Okay. Un peu comme les stations-service Spur. Oui, c'est ça. Même principe. Ou ils ont fait des bottes de cowboy aussi. Là. Ah, je ne sais pas si c'est le mec que ça s'appelle. Ben, des Spurs, oui. OK. Des affaires là, avec des roulettes. Là. Ah, OK. Ouais, la roulette qui tourne en arrière, là. Oui, comment ça s'appelle ça? J'ai aucune idée. Ah, voyons donc, fesser le cheval. Je porte des bottes de cowboy, mais... Tu le piques avec ça, là. Oui, puis il n'aime pas ça. Ben, c'est-à-dire que non, ça y fait pas mal, c'est pas des vrais piquants. Non, c'est des spikes. Non, c'est pas des spikes, non? C'est des Spurs, c'est des... Ah, mon Dieu, qu'on fait dur. Une roulette dentelée. Non, c'est l'affaire des bottes. Oh, oui, c'est une roulette dentelée. Ça roule, là. Oh, oui. En tout cas, il y a quelqu'un qui... Je te jure qu'il y a du monde qui sont en train d'écouter ça, puis ils crient dans leur maison. Ouais, c'est des affaires de même, innocentes! Là, on n'entend pas. On dit, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça va me revenir avant la fin du show. Oui. C'est pour ça que je te dis que quand on regarde toute la technologie qui existe, de plus en plus que les archéologues, moi je connais très bien Brian Forrester, qui est un archéologue canadien, qui est originaire de Vancouver, mais qui travaille énormément en Amérique du Sud. Brian, on se parle souvent ensemble, et puis il me dit, au point où j'en suis rendu, là, tous les peuples que j'ai connus qui ont habité l'Amérique du Sud ne peuvent pas avoir construit ce que j'ai vu. Non, ça, il y a même des endroits que les autorités péruviennes n'autorisent même pas les archéologues à creuser ou à aller dans des tunnels qui savent qu'ils pourraient rentrer dedans. Ils ne sont pas autorisés, ils veulent pas. Ouais, moi, j'ai pas visité... j'ai visité des sites archéologiques au Mexique. Je suis pas allé... J'en ai pas vu en Amérique du Sud, mais je me suis rendu quand même jusqu'à le Belize. Oui, je suis rendu jusqu'au Belize. Et le bord du Guatemala. Pardon? L'autre côté du Guatemala ou dans le bas du Mexique, là? Quelque part. Oui, le Belize, c'est sur la côte Atlantique, là. Le bateau, il a arrêté là, je suis descendu. Ah, OK, oui, c'est la côte Atlantique. Anapuarna, Anahuaca, quelque chose. Oui. Et si j'avais eu à parler de ça, j'aurais pris en note le nom comme du monde, là, au lieu d'avoir l'air d'un vieux débile. Là. Ah, des fois, les noms nous échappent. Mais là, ouais, c'est ça. Là, ça m'échappe, mais je revois la pancarte, là, Anna quelque chose, là, puis bon. Et, écoute, j'étais là, je l'ai vu, là. Bon, je parle pas dans le vide, là. C'est pas une résonance, là. J'étais là, tu sais. Oui. Tu sais, le bloc qui est là, c'est épouvantable, parce que ça doit peser, ça. Puis c'est pas pire de l'avoir amené jusque-là, parce qu'ils n'ont pas de carrière proche. Mm-hmm. C'est déjà pas pire qu'il l'a amené là. Moi, je me dis, pourquoi tu l'as pas bâti, sa carrière? Ça aurait été bien plus facile. Mais non. C'est jamais là qu'ils font ça. Même ici, à Québec, hein, on a des carrières. Ils construisent rien des carrières. Mais ils ont des trocs. Ben, c'est ça. Bon. Ils les transportent ailleurs. C'est ça. Mais là... C'est pas pire, ça. Mais là, il y a la deuxième pierre qu'il met dessus. Ça, là, déjà, là, c'est quelque chose. Ouais. Parce que, premièrement, il faut qu'il la mette comme du monde. Il faut qu'il la mette à la bonne place. Ouais. Il faut que ça fitte parfaitement. Tu sais que tu peux pas rentrer... Que ce soit au niveau... Tu peux pas rentrer un couteau, une lame, là. Ça fit. Il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe là. Ouais. C'est déjà là. Puis en plus, quand il y a un détour, il y a un S là-dedans. C'est ça. Ça, c'est encore plus... Sans parler des affaires qu'il y a à l'intérieur de ça. Il faut que ce soit pensé, ça, avant de mettre la roche. Là. Oui. Bon. Mais ça, tu peux te dire, dans ce temps-là, il devait y avoir des architectes qui avaient une tête... Ah, sûrement. Sûrement, c'est ça. Alors, je me dis, OK, on récupère ça. Mais là, il y a un troisième bloc. Ah, ben là, un troisième bloc, là, j'ai commencé des problèmes. Puis il y a plusieurs blocs qui sont interreliés entre eux autres, qui ont des trous dans les deux blocs où il y avait une armature qui venait les coincer pour ne pas qu'ils bougent. Ah, peut-être. Et puis, quand tu vois ces trous-là, tu dis où ils sont passés, l'armature. Ils ont tous été volés pour être utilisés pour faire autre chose. C'est ça. Mais là... Mais les trous sont restés là. Là, il y en a un quatrième, là. Là, on commence à être rendu à 20 pieds, là, au-dessus de ma tête, là. Ouais. Puis là, tu te recules, puis tu te rends compte, c'est à 300 pieds, ça, là. Fait que le dernier bloc en haut, là, puis tous les autres, là, c'est pas humain, ça. Non. C'est pas humain, ça. Non.
Et tu peux pas arriver avec des explications aussi stupides que de dire ils ont mis tout le pays à contribution. Non. Ils ont amené ça sur des rondins d'arbres. Ils ont grimpé ça avec des lianes. Avec des lianes, puis en poussant dessus. Puis, hey. Quand tu es évolué au point de construire des cités comme celle-là, ton processus de construction est parallèle à ça. Ouais. Les angles sont parfaits en plus. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Je veux dire, quand t'es petit gars, tu fais des châteaux de sable parce que t'es pas capable de faire d'autres choses. Oui. Ah, là, t'es rendu à 15 ans, t'es capable de te faire une cabane de ton chien avec des planches, des planches de bois, puis tu réussis à faire ça. Puis plus tu vieillis, là, tu commences à être capable de faire un mur de briques. Puis à un moment donné, ben, tu deviens, tu travailles pour la CSN, fait que c'est pour eux autres tu travailles. Et là, tu te trouves à construire des maisons. Ouais. Bon. Mais quand t'es maillot, épais, pas de connaissances, rien, tu t'embarques pas dans la construction d'une puis on parle pas d'une pyramide, on parle d'une ville, une ville de pierre, une ville. Ouais. Je l'ai vu là, c'est une ville là, c'est pas un ou deux là. Juste le terrain où tu jouais au ballon, quand tu regardes la façon que c'est construit, tu dis même un amateur n'aurait même pas réussi à faire une affaire de même. Bon, mais là il n'aurait rien mis. Ouais, mais là c'est là moi le rapport que je fais là. Regardez comment je vois ça là. Si tu es assez smart pour le faire, tu le fais d'une façon intelligente. Et d'une façon conforme à ce que ça représente comme travail. Mm-hmm. On dirait que c'est ça que les archéologues puis tous les autres lologues sont pas capables de comprendre. C'est ça que j'essaie de leur expliquer. Quand ils nous arrivent, ils disent « Ah oui, il était 20 000, puis ils se ramassaient, puis ils poussaient là-dessus. C'est comme ça qu'ils ont monté ça jusqu'en haut. » Non. Si t'es pas capable de le faire de façon intelligente, il aurait fait des huttes en vase, en pierre, puis des longhouses comme il y en a à Loretteville. Ouais. Se serait contenté de tout ça. Tu sais, à la rigueur, les Enazani en Arizona, des constructions dans la pierre, où ils creusaient, ça, c'est facile, ça. Tu creuses dans la pierre, bon Dieu, tu creuses jusqu'à ce que tu aies un trou, puis tu t'installes là-dedans. Ça, c'est pas pire, ça. Mais tu sais, faut les voir, les cités mexicaines, Teotihuacan, je ne sais plus le nom. Teotihuacan, oui. Non, mais la plus grosse, ça, c'est immense. C'est quasiment gros comme Montréal. C'est immense, bon Dieu. Ils n'étaient pas capables de construire ça. On sait que ça n'a pas été construit par les autres. Non, ça n'a pas été construit par les autres. Puis qu'ils arrêtent de nous venir nous dire oui, ça a été fait de même. Puis puis ils traînaient les barges sur le bord de la rivière en tirant avec des chalands, puis avec les pierres dedans. Voyons donc, sacrifice. Prends-nous pas. Comment est-ce qu'ils l'ont mis sur le chaland, first of all, sans qu'il coule? Ouais. Tu sais, arrête, là. Arrête. Ça ne fait pas de sens de venir nous dire que ça a été fait à la va-vite comme ça, avec 20 000 ouvriers, là, puis gère ça en plus, là, tu sais, là. Aujourd'hui, Calvas, ils sont même pas capables de faire ils ont même pas capables de foutre le stade de Montréal sans qu'il craque de partout. Puis on était dans les années 1900. Tu vas me faire croire, toi, qu'il y a 3-4 000 ans, c'était fait de même? Mm-hmm. Hey, come on! Il n'y a même pas de syndicat, c'est impossible, tu peux rien faire sans syndicat. Mais tantôt, tu parlais des petits blocs de pierre. Moi, j'appelle ça des petits blocs de pierre de l'Amérique du Sud. Mais quand tu te déplaces dans l'Oural, dans les montagnes de la Russie, où il y a des blocs... Et là, tu fais une pause quand tu arrives là, juste avant d'arriver dans l'Oural. Ah oui, parce que tu es fatigué d'avoir marché. Tu es fatigué, puis tu n'en peux plus. Alors, on revient après la pause avec Pierre Brunet. 96.9 CJMD. Des ondes complètement malades. Les deux snooze, politique correct. Elle vous fait peur? Laissez-vous tenter. CJMD 96.9. Maxiform, un gym vraiment complet. Ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. C'est les meilleurs gyms. 5 succursales. Lévis, Saint-Apollinaire, Charny, Québec et Sainte-Foy. Non seulement vous profitez de 100 $ de rabais sur l'abonnement annuel, mais on rachète le vôtre si vous souhaitez profiter de notre offre. Être en forme et en santé, c'est abordable chez Maxiform. Fini les excuses. Pour info, maxiform.com. Maxiform.com. Hey, le Rhinocéros Saint-Romuald
fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper. Venez prendre du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux. C'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD. C'est simple de même. Ça se passe au RINA Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des Promenades du Sud. Le Club Lion de Saint-Romuald invite les entreprises à s'inscrire rapidement au tournoi de quilles Défi de l'entreprise 2018 qui se tiendra au Boulodrome à Lévis le 24 février prochain. Inscrivez-vous auprès des membres suivants. Louisette Imbeau au 838-9608, Julien Côté au 839-8772 ou directement au Salon de quilles. Nous invitons également la population à venir nous voir le 24 février pour le plaisir. Le Club Lion de Saint-Romuald vous salue. Hey, viens-tu manger une poutine carnivore ce soir? Une quoi? La poutine carnivore! La Casa Smoke Meat! Dis-moi pas que tu n'as jamais goûté. Ben non, là. Man, pas le choix, viens-t'en. Une poutine au smoke meat, bacon, steak haché, pepperoni, pis ben du fromage, pis ben de la sauce. En plus, quand tu mentionnes CJMD 96.9, t'as un rabais de 10% sur la moyenne, mais elle est tellement grosse que t'as finiras sûrement. Casa Smoke Meat. 2520, route des Rivières à Saint-Rédempteur. Venez goûter. Casa Smoke Meat. Super spécial chez Auto Prestige DG. Venez faire votre changement d'huile régulier pour seulement 39,95. Seulement 39,95. Et on vous procure la paix d'esprit avec une inspection en 21 points. Gratuitement. Si vous mentionnez CJMD, seulement chez Auto Prestige DG. 6006 Boulevard Sainte-Anne, L'Ange-Gardien. À peine passé les chutes Momo. 96.9. Ça fait 10 ans que le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on veut te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles, chez nous, on a de tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale. Et tu sais quoi? On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton party de bureau, on est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de Lauson. Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au Corsaire, lève ton verre. CJMD 96.9 FM. C'est ta musique. L'alternative musicale. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. On est de retour. On est de retour avec Pierre Brunet et on parle. On est rendu à l'Oural. On est rendu en Russie. En Russie. Dans les montagnes de l'Oural. OK. Moi, j'avais lu quelque part qu'il avait trouvé des affaires en Bosnie ou dans ces coins-là. En Bosnie, on a la fameuse pyramide de Bosnie qui est immense, qui est plus grosse et plus vieille que celle d'Égypte. Oui, ça j'ai vu la 180 km de tunnels sous la pyramide. C'est de l'ouvrage, ça. Oui, monsieur. OK. Envoyez en Oural, c'est qu'il y a là? Bon, à l'Oural, on a quand même trouvé des murs faits avec des pierres, où là aussi, on a de la misère à passer, comme on dit, l'épaisseur d'une pelle entre deux blocs. Peut-être pas aussi précis qu'on le voit dans certaines autres régions, mais par contre, où au des deux, le gel puis le dégel a fait bouger les roches, c'est possible, mais les pierres sont tellement gigantesques, on pourrait dire une brique là, de format géant. Quand on parle d'une brique là, qui peut mesurer entre 12 et 20 pieds de hauteur. Oh. OK? 8 pieds d'épaisseur minimum. C'est incroyable de voir ces photos-là quand tu vois les gens debout. C'est comme celle de Baalbek, là. C'est le même principe. C'est ça. Exactement le même principe que ceux de Baalbek, sauf qu'ils sont peut-être plus hautes, plus épaisses. Eh, chiant. Que là, quand tu regardes un mur comme ça, tu te demandes qui a pu faire ça. Non, mais il faut répondre à cette question-là. Il n'y a personne qui répond à ça. Puis tu as toujours des réponses niaiseuses. Ouais. Quand tu poses la question à un spécialiste, il sait pas. Il sait pas. Puis il dit, à l'époque, il y avait une main-d'œuvre très... non, ça marche pas pour ça. Regarde, là, arrête de me niaiser. Comment que tu traites... Écoute bien, là, je vais t'en mettre une roche de même, c'est plaine, dans le milieu des plaines, puis colle-moi toute la ville de Québec pour la déplacer, puis tu seras pas capable. Parce que c'est pas parce que vous êtes... Parce qu'à un moment donné, il y a so much people qui peut se mettre autour d'une roche de même. Tu sais, tu peux pas pousser sur le gars qui pousse, là, parce qu'il va se revirer de bord, puis il va t'en mettre une, puis il va dire arrête de me pousser. Moi, j'ai vu aux États-Unis, puis tu l'as peut-être vu toi aussi, des gens mettre des genres d'échafaudage après une maison, se mettre
40, 50, 60 personnes autour de la maison, brancher ses effaudages, la lever dans les airs, puis partir avec, puis la déplacer, puis la remettre sur un salage plus loin. Ça, je l'ai vu faire. J'ai dit chapeau. Mais ça, c'est une maison. Oui. C'est une structure claire. Puis en plus, t'avais un trou en dessous pour glisser les échafaudages. Oui, exactement. Elle était déjà levée, comme on dit. Il y avait juste à la lever un petit peu, puis partir tout le monde avec. Mais ça, c'est un travail, ce qu'on appelle un travail d'équipe. Mais avec des roches qui pèsent des milliers de tonnes, c'est ça. C'est impensable. C'est pas si lourd que ça, une maison. Non, c'est ça. Là. Non, je sais, moi, j'ai fait déménager à Amène, elle pesait 20 000 livres. Oui, mais c'est rien, ça. Elle est en briques, puis ils l'ont déménagé comme si rien n'était. Oui, mais c'est rien, ça, 20 000 livres. Quand tu regardes des pierres comme celle-là. Ah, ben non, c'est rien à côté. C'est rien. Mais ces pierres-là, justement en Russie, sont tellement gigantesques. Tu me dirais demain matin, tu as un billet d'avion réservé puis pour aller passer un mois là-bas. Je me dirais, peux-tu l'extenser à 2 mois? Ça ferait bien mon affaire. Mais j'irais, tu peux être certain. Oui, mais ces pierres-là, est-ce qu'elles sont âgées? Ils peuvent pas dire l'âge. À date, il n'y a personne qui a sorti d'âge de test quelconque. Là. Mais ces murs-là, est-ce qu'ils sont sous terre? Non, ils sont hors terre. Et qu'ils se font là? C'est hors terre. C'est comme si quelqu'un, comme on dit, avec les technologies, les aptitudes pour, là, ont fait un mur soit de protection ou un mur pour retenir quelque chose. Moi, j'ai déjà entendu dire que Baalbek, autrefois, au Liban... Ça, c'est au Liban. Ça, c'est au Liban. Se servait de ces pierres-là pour faire des bases de missiles... V'là 4-5 000 ans. Ben, ça, là-dessus... Dans le temps de Nounakis, là, puis des compagnies. Ça, je vais être obligé de te dire, normalement, je devrais te dire, wow, les moteurs, Pierre, on fait une pause. Là, non, parce que j'ai pris connaissance du Mahabharata. Oui. Puis le Mahabharata, c'est un récit. Moi, je te l'ai dit, je suis plus mythologie qu'archéologie. Oui, je l'ai lu. Bon. C'est un récit hindou. Oui. Qui est très âgé. C'est très vieux. Et où on raconte... En fait, c'est censé remonter à une époque où il y a 10 000 ans. Mm-hmm. Et il y a un passage dans ça qui est absolument extraordinaire où on prend connaissance d'une guerre qu'il y a entre différentes factions, différents individus, et qui est à l'origine, d'ailleurs, des divinités hindoues, oui. Qui, en passant, ont la peau bleue, tout comme certains extraterrestres aussi, que l'on détermine comme ayant la peau bleue. Exact. Tu me suis jusque-là? Ah oui. Bon. Et on décrit l'usage d'une forme quelconque qui s'est échappée d'un vaisseau. Oui. Parce qu'ils ont des noms, je pense que c'est des Vimanas. Exactement. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est le mot exact. OK. Et cet objet-là, en s'écrasant au sol, crée une explosion. Oui. La description de l'explosion est tout à fait conforme à une bombe atomique. Oui. Mais c'est surtout les effets qui sont exactement les mêmes qu'on a observés chez les Japonais, notamment. Oui. C'est bien malheureux. Nagasaki et Hiroshima. C'est ça. Outre ceux qui ont été vitrifiés sur place, on retrouve le sol vitrifié. Oui. C'est qui est une caractéristique de l'endroit où on fait exploser une bombe nucléaire à cause de la chaleur, qui est tellement... et là, on ajoute la perte des cheveux, la perte des dents, puis on sait que quand tu es exposé à de la radioactivité, tu sais pas, là, tu travailles à côté d'une pierre radioactive, tu t'en rends pas compte. Non, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Tu le sais pas. Ça chauffe pas, ça brûle pas, ça fait rien. Ça fait... Tu peux avoir des nausées, des maux de tête par après, puis ça commence plus tard. Oui, je sais, mais c'est ça. Mais tu as les effets, mais la cause, tu t'avouais pas. Non, tu t'avouais pas. Bon. Tu sais pas qu'elle est là. C'est ça. Alors, c'est ça. Là, oui, tu vomis, puis là, tu deviens pâle, puis en plus, là, tu perds tes cheveux, tu perds tes dents, puis à un moment donné, c'est la leucémie. Et puis, tu n'as plus de machin dans le corps. Tu n'as plus de globules rouges. C'est ça. Puis là, bang, salut, bonsoir, t'es mort. Le Mahabharata raconte ça textuellement. Oui. Et ça se passe il y a 10 000 ans. Alors, je trouve ça intéressant parce que quand tu me dis que Baalbek servait de base de missiles, il y a 4 ou 6 000 ans, peu importe, là, on est dans... Ou ça peut être plus loin que ça, même. C'est ça. On est rendu dans ces chiffres-là, on peut dire n'importe quoi. De plus, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien.
Mais là, tu te retrouves avec ça et ben là, je me dis oui. Là, je débarque pas, là. Oui. Je vais continuer sur la même ligne que toi. Ah oui, la ville que tu parles, ça s'appelle Rajasthan. C'est dans le Rajasthan, oui. C'est Rajasthan aux Indes. Oui, oui, okay? Ben oui. Puis on disait que c'était entre 8 000 et 12 000. Tu dis 10 000, j'accorde ça. Okay. Bravo, tu as passé l'examen. Yes! On dit que Rajasthan a créé un cratère de 2154 mètres de circonférence. C'est gros. C'est gros. Ça ressemble à celui d'Arizona. On dit que ça peut être vieux peut-être de 50 000 ans peut-être. Mais on n'est pas sûr, ce cratère-là. OK? Donc, il y a eu des répétitions. On sait bien qu'il y a une guerre, hein? Après une guerre, c'est un autre. Okay. Ça a toujours été le même dans l'histoire humaine. Donc, cet endroit-là, c'est situé à 400 km au nord-est de Bombay, aux Indes. Naturellement, Rajasthan, c'est une similarité aussi où il y a eu plus de 500 000 personnes tuées sur le coup, où qu'on a retrouvé des gens se donnant la main à un niveau squelettique. Oui, là. C'est ça. Ils se tenaient encore par la main quand c'est arrivé. Et il n'y a pas de volcan qui explique ça. Il n'y a absolument rien dans ce secteur-là. C'est ça. Il n'y a absolument rien. Ça, un volcan, il y a encore aujourd'hui... Un volcan, ça reste là. Ça s'éteint, mais ça reste là. Tu es capable de le trouver. Tu es capable de dire, là, on sait bien, c'est un volcan qui a fait ça. Parce que Pompéi, c'est un volcan. Oui, Pompéi, c'est un volcan. Dans la région aussi qu'on appelle de Mohenjo-Daro, OK, où qu'on a des preuves de découverte, là, de fouilles sur de très nombreux squelettes, main dans la main, là aussi. Et puis, ces squelettes-là sont des plus radioactifs, semblables à ceux d'Hiroshima. Oui. Non, c'est ça. Il y a eu utilisation d'armes atomiques il y a très longtemps. Ah oui, c'est que c'est pas une invention de notre siècle. Non, et c'est pour ça, d'ailleurs... C'est une redécouverte. C'est ça. C'est une redécouverte, c'est ça. Puis les autorités soviétiques qui travaillaient sur les lieux, faire des recherches avec les autorités indiennes, ont constaté qu'un squelette sur 50, parfois, était encore plus radioactif que d'autres. Ouais. C'était pas joli dans ce temps-là. Oh que non. On sait que les joli. Vimana se faisaient la guerre entre eux autres parce qu'il y avait différentes factions ou qu'il y avait des appareils. C'était pas des UFO, mais tabarouette que ça ressemblait à ça un petit peu. C'est-à-dire, c'était peut-être pas des engins qui volaient dans l'espace intersidéral. Mais ils volaient dans les airs. Mais c'était des objets qui luttaient contre la gravité. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, que même sur les toits de plusieurs bâtiments aux Indes, ressemble drôlement à ce qui était les Vimanas autrefois. Ils en faisaient des répliques pour comme se protéger. C'est ça. Que c'était une protection pour eux autres, que personne ne les attaquait dans leurs bâtiments. Ce qui nous fait dire, d'une certaine façon, quand on parle de l'histoire de l'humanité, il faudrait peut-être parler de l'histoire de cette humanité-là. Celle-là ici, là. Oui. Mais qu'il y en a une autre avant. Ah, bien sûr. Puis peut-être un autre avant. Oui. Et un autre avant. Pensez que le déluge n'a pas tout détruit. Ben il y a des peuples qui ont été sauvés. De toute façon, il est récent, le déluge. On parle de 9, 10, 12 000 ans. C'est ça. Mais ce qui s'est passé il y a 900 000 ans, quand l'Atlantide a coulé la Lémurie, quand la guerre a pris entre ces deux-là, là, je regrette, mais là c'est gros. Là, ça tu sais que la Lémurie, ça faisait le Canada, toute la Colombie-Britannique, et non britannique, avec une partie de la Californie, en faisait partie. Oui, mais l'île de Pâques, ça faisait partie. Oui, je l'ai dit ça tout à l'heure. Ah oui? Oui. Ah, OK. T'écoutais pas? J'étais peut-être trop ancré dans mes idées. Oui, non, mais c'est ça. Oui, je te disais que le territoire du Nord-Ouest faisait partie d'une des colonies atlantéennes. Puis lémuriennes. Puis la Lémurie n'était pas bien loin de là, mais ces deux-là ne se parlaient pas. Là. Non. Ça marchait. C'était la guerre entre les deux. Oui, mais c'est parce que, en fait, l'Atlantide... C'est une question de contrôle tout le temps. Hein? En réalité, c'est que l'Atlantide était une colonie lémurienne. Oui. Puis après, l'Atlantide a décidé d'avoir ses propres colonies. Puis elle s'est dit, pourquoi je ne serais pas un empire, moi aussi, tu sais? Ouais. Alors, il faut dire qu'à cette époque-là, c'était, d'une certaine façon, c'était primitif dans le sens qu'on se battait autant qu'on s'est déjà battu ici, mais avec des factions extraterrestres, il faut le dire. Ah oui, absolument. Qui se mêlaient de tout ça, puis des dominions, puis la juridiction de un, puis de l'autre. C'est pas drôle, ça. Tu sais, quand on dit là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là, là où il y a de l'homme extraterrestre, là, il y a de l'homme extraterrestrerie. Oui, ça peut être pire. Et ça dépend des moyens que tu as. Oui.
Ça dépend des moyens que tu as. Moi, je serais curieux de savoir, est-ce qu'on nous a réellement joué sur notre ADN pour qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui, ou bien si on nous a importé tout simplement d'une autre colonie dans l'espace pour venir faire de la main-d'œuvre ici. Et pourquoi pas les deux? Oui, c'est possiblement. Et pourquoi pas encore 34 autres hypothèses possibles? Ah ben oui. Tu sais, je veux dire, tout ça en même temps. Oui. Je veux dire, faut pas penser qu'il y a un seul scénario qui concerne les milliards d'habitants sur la Terre. Tu sais, il y a des ethnies qui ont peut-être été manipulées plus que d'autres. Oui. Il y en a peut-être qui n'ont pas été manipulées pantoute. Des fois, il m'arrive de regarder les Bushiman. Oui. Tu sais, c'est les Pygmées? C'est un peu... Ou quelque chose qui ressemble à ça, là? Les Bush People. Les Bush People, oui. Tu sais, en Afrique du Sud, tu sais. Oui. Ils ont fait un film avec eux autres, avec la bouteille de coke, là, qui tombe, là. Les dieux sont tombés sur la tête, là. Quand tu regardes ces êtres-là qui sont fins, sont superbes, puis sont pacifiques, puis ainsi de suite, tu dis, et que tu embarques dans mes affaires, comme j'ai mis dans mon bouquin, là, il était une fois les humains, les extraterrestres. Là. Oui. Quand tu regardes ça, tu dis, écoute, là, ça se peut-tu qu'eux autres n'aient pas été modifiés pantoute? Ça se peut-tu que si on n'avait pas été modifiés du tout, on serait comme eux autres? Des grosses chances. Hein? La Terre entière. Parce qu'on a quand même... planète, là. On a quand même plusieurs qui ressemblent à ça. Tu pourrais ceux qui sont en Amérique du Sud, qui vivent encore à l'époque de l'âge de pierre. Ben, l'Australie. Mais je parle pas de mon âge. Les aborigènes. Oui. Puis t'en as d'autres, t'en as près de l'Éthiopie. Ah, c'est possible. Ou qu'il y a une île là que va pas t'aventurer là parce que ils te laissent pas débarquer. Non, c'est pas là, c'est les Sentinelles, l'île des Sentinelles. Ah, ça doit être ça. Oui. Ça tu débarques pas là. Ben, j'ai fait un cours d'archéologie il y a pas tellement longtemps. Puis c'était sur... un petit peu que je dise le nom. J'ai un blanc de mémoire. Oh boy, ça, j'aime ça. Puis moi, non. Non, mais moi aussi, j'en ai souvent. C'est rendu à un certain âge, à un moment donné, on a de quoi qu'on veut parler pour dire comment qu'elle s'appelait déjà. Là? Mais pourquoi ça fait 10 ans que c'est le même? À un certain âge. Les auditeurs vont nous trouver comiques un peu. Mais c'est des choses qui arrivent. On veut parler de quelque chose, puis le mot nous échappe. De toute façon, c'est... on serait pas bon, tricheur. C'est ça ou non? En tout cas, c'est des choses qu'on retrouve dans des films aujourd'hui. Oui. Et puis, on s'aperçoit que ces êtres-là ont vécu réellement à partir de fouilles archéologiques qui ont été prouvées avec l'Université du Canada et de l'Australie, que je me souviens très bien, et que ces êtres-là ont vécu il y a 90 000 ans dans les régions asiatiques. OK. Et qui ont, à un moment donné, ils ont complètement disparu de la carte. Que je peux te dire une chose, aujourd'hui, là, moi, je ne me fais plus d'histoire ou d'énervement avec quoi que ce soit, parce que je me dis, l'information arrive toujours à point à celui qui est prêt à l'entendre. Ah, non, ça. C'est sage, hein? C'est sage. Parce que si on n'est pas prêt à entendre quelque chose, peu importe ce qu'on va dire, ça passera pas. Faut savoir une chose, de tout ce qu'on a dit dans cette émission ici, il y a peut-être, je sais pas moi, un pourcentage de vrai, un pourcentage de pas vrai, un pourcentage moitié ce qu'on dit, tu sais, moins ou plus ce qu'on a dit. Oui. Et personne ne le sait, ça. Exact. Mais il y a une chose qui est certaine. Ça, si on peut quasiment conclure l'émission là-dessus, es-tu d'accord que si on fait le bilan des connaissances humaines actuelles, renforcées par la science, forcément. Oui. Alors, parce que la science, c'est une religion, la science. C'est une religion qui dit tu n'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, il faut que tu fasses ce qu'on te dise, et t'es pas supposé être rendu plus loin que là où nous, on est rendu. Exact. Une religion ou une secte te parlerait comme ça. Tout est contrôlé. Ça, alors, quand tu dis à un physicien, il y a telle affaire dans le... Non, c'est faux, on n'a aucune preuve de ça. Bon, ben, gars, dans le fond, il te dit, ferme ta gueule. Ouais. Si tu dis à un astronome, il y a ci, il y a ça. Non, c'est faux, on n'est pas rendu là. Bon, il faut que tu t'arrêtes où eux autres sont rendus. Si tu dépasses ça,
Ben, si t'es un gars, si t'es pas un universitaire, c'est pas grave, t'es un cave. Alors, ça règle le problème. Mais si t'es un universitaire, ben là, t'es un hérétique. Oui. Là, parce qu'on te permet pas de trahir les tiens. Tu peux te faire couper bien des liens puis bien des portes, fermer des portes. Ben là, ben c'est sûr. Puis, des subventions. Au cas oui. En fait, plus de subventions. Fini. Terminé. Alors, mais si tu es un moins que rien, c'est-à-dire un non-universitaire, comme c'est mon cas. Oui, puis le mien aussi. Non, tu es allé chercher un certificat en archéologie. Oui, mais j'en ai même un en astrobiologie. Bon. Puis je pourrais te dire une chose, quand j'ai dit au prof qu'il y avait quelqu'un qui vivait sur Mars, lui, il dit, ça se peut pas, il dit, seulement avec des microbes. J'ai failli dire qu'Alinette est là. Mais tu sais, en farce, là, mais il l'aurait pas pris de toute façon. Il savait même pas c'est qui qu'Alinette. Lui, il était en Angleterre. Oh. Mais moi, je sais, par exemple, que sur Mars, on a du monde qui sont là. Oui, ben attends. Mais il n'y aura pas là-dedans aujourd'hui. On n'ira pas là-dedans aujourd'hui. Non. Ça va défaire tout ce que je suis en train de dire. C'est ça. La boîte de Pandora, là, comme on dit, elle risque de s'ouvrir. Oui, puis c'est pas des bijoux qu'il y a dedans. C'est ça. Fait que là, mais tout ce que la science, la religion de la science nous dit à l'heure actuelle, moi, je te dis, là, le plus sérieusement du monde, qu'on peut mettre ça en doute, ne serait-ce que parce que la science n'est qu'une accumulation d'erreurs corrigées. Exact. Ça, c'est la plus belle phrase que j'ai entendue aujourd'hui. Oui. Ça, là, mais c'est vrai, ça. Entre autres, là. Oui, c'est vrai, ça. C'est juste des erreurs corrigées. Oui. Remarque le vocabulaire de ça. Nous avons découvert que l'ADN, que le processus de mutation de l'ADN de l'embryon à l'adulte se fait de telle façon, puis remarque bien tout le temps la petite phrase, contrairement à tout ce que l'on pensait avant. Mm-hmm. Donc, quand l'année dernière, on vous a dit que ça se faisait de même, ça se faisait pas de même. On était dans l'erreur. C'est ça. On se fourrait, puis on vous a fourré, puis on vous a pas menti. On vous a obligé à penser la même chose. On vous a obligé de dire ça. Oui, puis il fallait que tu écrives ça dans l'examen de la même façon, même si tu savais que c'était pas vrai. C'est ça. Alors, là, ils s'excusent pas, puis ils disent, là, on a découvert que c'est pas ça. C'est ça maintenant. C'est comme ça que ça se fait. Là, moi, je les regarde, j'ai envie de dire, ça se peut-tu que l'année prochaine, tu changes d'idée encore, là? Qu'il y ait d'autres choses. Absolument. T'sais. Moi, là, je me souviens en 69, quand j'animais avec Pierre Champion, CKCV, une émission comme celle-là, là, puis j'avais Claude Frémont de Laval, le physicien qui m'appelait Stédé le samedi, là, pour me faire la leçon, comme il disait. Puis il disait, M. Cazot, vous ne pouvez dépasser les limites d'une science que vous ne maîtrisez même pas. Oui, ça, on entend dire ça souvent. Lui, il aimait ça, répéter que moi, je n'avais pas encore ma 12e année. Tu sais. Oui. Et moi, je lui disais à ce moment-là, oui, mais cessez donc de vous tromper, on va peut-être finir par vous croire. Tu sais. Parce que ils n'arrêtent pas de se tromper. Ils disent pas ça de même, eux autres. Ben non. Ils disent pas, on s'est trompé. Ils disent, nous pensions que les corps dans l'espace se déplaçaient, blablabla. Et là, non, on vient de découvrir que c'est pas comme ça que ça se passe comme ça maintenant. Mm-hmm. Alors, on est tous fiers, on s'applaudit, on boit le champagne, et vous devez nous féliciter, nous applaudir. Mange de la chenoute, je t'applaudirai pas. Tu t'es fourré depuis le début. Ouais. Puis tu te fourres encore parce que tu vas me revenir dans 2 ans, 3 ans. Puis c'est ce qui enseignait en plus de ça, puis comme en on plus, dit à c'est ce ses que élèves. t'enseignes, puis tu dis que tu sais tout, puis tu connais tout. Ouais. C'est là que j'y lève un doigt de 15 pieds. Me permets-tu de te conter une joke? Vite. Un jour, j'ai été avec un adjudant-chef à la base Val-Cartier dans les cuisines. Naturellement, le coup était planifié, tu sais, longtemps d'avance, avec tous les caporaux puis sergents qui étaient là. Ils ont dit, tu pourras pas le pogner, cet adjudant-là, il connaît tout en cuisine. Ouais. Que naturellement, il posait la question, monsieur l'adjudant, est-ce que c'est vrai que vous connaissez tout en cuisine? Il dit oui. J'ai posé la question, c'est quoi un poêle à l'eau? Il m'a sorti toutes les réponses inimaginables qui n'étaient pas la bonne. Ça fait penser à nos scientifiques universitaires. Quand j'ai dit qu'un poêle à l'eau, c'était un poêle électrique, que le high et le médium ne fonctionnaient pas, il est rentré dans son bureau puis il voulait mourir. Il voulait me tuer aussi. L'eau, OK, d'accord. LOW.
Pierre Brunet, merci beaucoup. Fait plaisir. C'était super de t'avoir. On a discuté, on a fait toutes sortes de niaiseries. Puis c'est parfait, c'est le fun aussi de temps. Ça a été très agréable, Jean. On se retrouve la semaine prochaine, samedi, au Fait Maudit.